Bien, nous allons pouvoir débuter la présentation. Donc bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous aujourd'hui pour notre réunion trimestrielle à Paris. Donc avant de débuter, je voulais vous présenter une partie de l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui avec Giuseppe Perron, président et gérant, Marco Sormani, associé gérant. Derrière moi, il y a David Wiersbach, vous connaissez très bien, responsable de la distribution. François Bazin, en charge du développement international. Et pendant la présentation, donc, vont nous rejoindre les analystes et aussi David Mellul, directeur général. Et moi, je suis Franck Hervé, directeur du développement de Varenne Capital. Alors, la présentation va se dérouler de la façon suivante. Nous allons commencer par faire un bilan de la gestion, puis après nous aborderons nos 4 stratégies que sont l'enterprise speaking, les surspéciales, le short chirurgical et les couvertures macroéconomiques. Alors je vais débuter par faire un rappel de la gamme. Donc chez Varenne, nous gérons 5 fonds, 4 fonds de droit français et 1 fonds de droit anglo-saxon, 2 fonds sur la stratégie UCITS, que sont Varenne Valeur et Varenne Global, et 3 fonds sur la stratégie non-UCITS, que sont Varenne Sélection, Varenne Global Sélection et The Value Active Fund. Ces 5 fonds utilisent nos 4 moteurs de performance concomitants et complémentaires, que sont l'enterprise speaking, la poche longue action, les situations spéciales, que sont l'arbitrage de fusion-acquisition ou restructuration du capital, le short chirurgical et les couvertures macroéconomiques. Ceci afin de vous offrir le potentiel de croissance des actions en limitant très fortement le downside et surtout avec une décorrélation très significative. Donc sur ce slide, vous avez la performance de nos fonds sur plusieurs années, et notamment la performance year-to-date de l'ensemble de notre gamme. Donc Varenne Valeur délivre une performance au 31 mars year-to-date de moins 1,12%, Varenne Global de moins 2,39%, Varenne Sélection de moins 4,16%, Varenne Global Sélection de moins 4,95% et The Value Active Fund de moins 4,29%. Alors les différences de performance entre les fonds UCITS et non-UCITS sont dues à l'exposition et à la concentration. Et je vais laisser à ce sujet Giuseppe qui va rentrer plus en détail dans l'évolution de la performance et la contribution à cette performance. Giuseppe. Merci. Pour ce qui est de l'évolution sur les trimestres. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, si vous voyez un peu l'évolution sur les 3 mois, c'est la contribution à la performance de chacune de nos poches qui ont été évoquées par Franck, en commençant évidemment par un mois de janvier où les marchés suivaient une configuration assez proche de celle qu'on avait connue jusqu'en 2017. Et dans ces configurations, il est normal d'avoir comme premier contributeur la poche longue action, qui est le cœur du portefeuille à la fois des fonds UCITS comme des fonds non-UCITS. Puis les situations spéciales, donc l'arbitrage des fusions-acquisitions. Les shorts sur lesquels, vous savez, on était absent, donc ils sont à 0 en fait, ils sont 3e, et un contributeur négatif, c'est-à-dire les coûts du hedging, qui, dans une configuration comme celle qui était celle de 2017 ou celle de janvier 2018, ils sont représentés par les budgets en fait, que nous déployons. Donc si on imagine un budget d'environ 1,1% sur l'année, vous pouvez vous imaginer environ 9 points de base, donc 0,10% des coûts sur un mois. Si on quitte ces configurations pour aller en février. Donc en février, on voit quelque chose de très différent, comme marché qui suit un pattern très très différent, dans lequel l'enterprise speaking devient un contributeur négatif, les shorts sont toujours à 0, et en positif, nous commençons à voir la contribution du tail risque et des situations spéciales. Alors je dis que nous commençons à voir pourquoi, parce que déjà, il faut récupérer les coûts que nous avons évidemment sur les tail risques, sur les macro-hedges, et ensuite aller au-delà. Donc, si sur un trimestre, vous imaginez notre budget de faisons 1% pour faire simple, sur une année, ça veut dire sur un trimestre, les coûts est d'environ 25 points de base, 0,25%. Donc, il faut déjà les gagner, ces 25 points de base, 0,25, et puis aller au-delà. Donc, sur un trimestre comme ceci, si on arrive à la fin, la fin du terme 2017, la contribution du macro-hedge, elle est d'environ 0,45%,
moins évidemment les coûts du trimestre, c'est-à-dire les 0, on va dire 25%, 25 points de base, qui sont les carrying costs en fait que nous avons sur la stratégie. Maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, je pense, c'est que c'est une inversion de tendance assez intéressante. C'est le début, évidemment, d'une éventuelle contribution positive. Espérons, en réalité, de revenir sur ces schémas ici, tout simplement parce que cela voudrait dire que nous n'avons pas de crise. Donc, si on revient dans ce scénario, pour le reste de l'année, on peut imaginer les macro-hedges, encore une fois, comme un coût, comme le budget que nous avons, donc environ 25 points de base par trimestre, environ 1,1% par an. Si on regarde l'évolution des performances tout au long du trimestre, ce qu'on peut dire sur février, c'était que c'est un mois un peu plus difficile pour les fonds, surtout pour les fonds non-UCITS. On en parlera un tout petit peu dans le détail, mais comme je disais, la performance négative vient évidemment de la poche longue action, les restes étant soit zéro, l'absolute short, soit positif, comme l'arbitrage des fusions-acquisitions. Les mois de mars, par contre, a été un mois dans lequel nous avons très très bien résisté, puisque nous avons des fonds comme Varenne Valeur, par exemple, qui sont quasiment à l'équilibre sur un mois qui reste très difficile sur les marchés actions. Dans les mois de mars, la contribution des situations spéciales, de l'arbitrage des fusions-acquisitions est celle qui, en fait, crée les plus de performances. On en parlera tout à l'heure dans la présentation, c'est un petit peu ce qu'on a toujours dit, lorsqu'il y a de la volatilité, lorsqu'il y a de la dislocation sur les marchés, les spreads s'écartent et on peut petit à petit augmenter notre exposition et donc la contribution de la poche situation spéciale augmente. Alors c'est juste un début et je laisserai évidemment Michael et Bertrand commenter un peu plus en détail par la suite. Donc, je dirais, ce que je vous propose à ce moment, au-delà de vous donner peut-être les chiffres des contributions générales pour les trimestres, donc typiquement, situation spéciale, environ entre 18 et 20 points de base sur les trimestres, sur les fonds UCITS et non-UCITS. Les T-risques, comme je le disais, de façon assez homogène, environ 20 points de base des contributions positives nettes, du coup évidemment des 25 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les restes, 0 pour les shorts, le reste c'est l'enterprise picking. Donc je vous propose à ce moment vous avez les performances, on en a dans vos présentations, d'utiliser notre temps au mieux pour aller directement dans le vif du sujet. Et donc je vous propose d'aller à la page 19 et de commencer à passer en revue les différents moteurs de performance. On va essayer de vous donner des clés de lecture de la performance, puis de la contribution, ensuite les mouvements et pour terminer les positionnements pour la suite. Donc nous rentrons tout de suite à la poche Enterprise Picking, Absolute Short par la suite, fusion-acquisition, situation spéciale. Et après, dans les TRIs, dans les macro-hedges, je prendrai évidemment un peu de temps pour parler, discuter un petit peu de la vision macroéconomique du moment. Donc, je vais passer très très vite sur Varenne, sur qui nous sommes. Je pense que la plupart parmi vous nous connaissent. Je rappelle uniquement notre actualité probablement sur la société. Donc, bon, vous vous souvenez, l'organisation avec l'équipe d'analyse d'investissement et les deux équipes supplémentaires. L'investissement très important en système d'information avec nos bases de données propriétaires qui génèrent nos idées. Si aujourd'hui on regarde, on fait un focus sur l'équipe de gestion, vous voyez une stabilité de cette équipe, donc une équipe qui a un turnover proche de zéro, donc nous en sommes assez fiers évidemment, avec des binômes toujours comme par exemple Bertrand et Michael qui travaillent sur les fusions-acquisitions et un comité d'investissement avec David Marco et moi-même qui joue un peu ces rôles d'interlocuteurs des équipes. Pour ce qui est de l'organigramme opérationnel, sur les trimestres, nous avons un changement. C'est Morgan Leguyader qui nous a rejoint. Il prend la responsabilité de l'équipe des middle office.
Donc voilà, nous souhaitons la bienvenue à Morgane. Et pour les restes, là encore, c'est une équipe qui est très très stable. Pour ceux qui nous connaissent, c'est les fruits d'une construction que nous avons menée dans les derniers 2 ans. Notamment un renforcement des équipes au niveau du contrôle interne, de la conformité, des systèmes d'information et des ressources humaines. Donc, ceci dit, donc on peut rentrer dans les vifs du sujet de l'enterprise speaking. Si vous avez des questions sur la méthodologie, sur notre process d'investissement ou sur l'équipe, évidemment, je resterai à votre disposition ici près de l'écran après la présentation. Donc, si on rentre maintenant dans la poche longue action, je rappelle juste quelques éléments très brièvement. Donc, qu'est-ce que nous recherchons dans cette poche du portefeuille? Nous recherchons des entreprises d'excellente qualité économique que nous pouvons acheter à une décote significative au moment de l'achat. C'est une décote par rapport à notre estimation de valeur intrinsèque. Donc, nous menons un travail de due diligence qui est fait à l'interne, qui est fait maison. Nous ne travaillons en aucun cas jamais avec de la recherche des brokers, de la recherche dite sell-side. Nous avons, dans notre parcours 5 étapes. La première, c'est la réduction d'univers. Et comme vous le savez, chez Varenne, dans les portefeuilles Varenne, vous ne trouverez jamais des financières. Donc, il n'y a pas de banques dans notre portefeuille. Il n'y a jamais eu, et je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura jamais, tout simplement parce que nous avons une idée très précise du fonctionnement des entreprises financières et nous connaissons les risques associés au levier intrinsèque de ces entreprises. Au-delà des entreprises financières, ce que je peux citer également, c'est l'absence de risques technologiques. Alors, je pense que ce trimestre est un bon exemple de ce que nous voulons, en fait, en quelque sorte, dire en parlant de risques technologiques. Tout simplement, si vous prenez une des lignes du portefeuille qui est Accenture. Alors, Accenture, c'est l'unique que nous avons dans les portefeuilles, mais c'est du conseil en technologie. Donc, il n'y a pas de risques technologiques à proprement parler. Et c'est ça la différence entre une techno et les risques technologiques. Donc c'est pour ça que nous avons une préférence pour l'absence du risque technologique plutôt que l'absence des technos ou des entreprises technologiques au sens large. Pas de matières premières, pas des métiers particulièrement cycliques. Celle-ci, évidemment, c'est une caractéristique que vous connaissez dans notre portefeuille. Ce qui est intéressant également peut-être de remarquer, c'est la façon dont on génère nos idées en interne avec les bases de données propriétaires, puis l'analyse qui s'est faite par notre équipe, avec Claire et Marco notamment, et à cette équipe interne, avec d'autres personnes qui peuvent rejoindre chaque dossier individuel, nous ajoutons la contribution des experts, d'une équipe d'experts sectoriels, qui est choisi pour chacune de nos due diligence et cela complète les compétences de notre équipe et valide, je dirais, la thèse avec des gens qui sont issus soit des entreprises que nous analysons, soit du secteur. Pour ce qui est, je dirais, après l'analyse des étapes qui suivent, je vais vite... Je vais vous donner juste quelques indications là-dessus. Nous cherchons une valorisation d'un côté, mais également une estimation des valeurs des qualités économiques. Donc, ceci, je passe sur la slide 26, c'est fait sur la base d'une échelle des qualités économiques que nous avons déterminées. C'est un peu comme une notation de crédit. Donc, vous la voyez ici sur la gauche, avec les A et les B qui sont les entreprises de meilleure qualité investment grade, avec les A qui sont les entreprises de meilleure qualité économique. Les B sont des entreprises qui, elles, présentent une qualité suffisamment intéressante pour que nous puissions imaginer un investissement, mais pour lesquelles nous imaginons des économiques de moins bonne facture que pour du A. Pour les A, on imagine, par exemple, dans les temps, une création de valeur très importante, une génération de cash flow, une rentabilité sur fonds propres, sur capital engagé, d'excellentes factures. Vous les voyez ici en gris, les F, les financières, nous les considérons dans cette stratégie comme non-investment grade. Quelles sont les caractéristiques, donc je fais un petit pas arrière, quelles sont les caractéristiques des entreprises dans les portefeuilles? Eh bien, elles doivent répondre à ces critères. Et elles sont, pour la quasi-totalité,
je dirais, conforme à ces 5 ou on va dire 6 critères essentiels qui sont l'avantage concurrentiel durable. Donc nous devons pouvoir mesurer l'avantage concurrentiel en termes de costing power et pricing power. Donc je répète toujours, c'est la capacité, les costing power, c'est la capacité de produire un bien ou un service, une télécommande comme celle-ci, moins cher à l'unité par rapport aux concurrents, même dans des configurations économiques changeantes. Pricing power, la capacité d'exiger un premium de prix ou tout simplement de pouvoir transférer son inflation des coûts en aval. Nous allons donner des exemples très rapidement de cela dans cette présentation. L'équipe de direction, fondamentale, c'est vraiment binaire pour nous, c'est 0-1. Soit nous faisons confiance à cette équipe et nous pouvons confier tout simplement les actifs de nos investisseurs en gestion à une équipe de direction, soit ce n'est pas le cas, et dans ces cas-là, même la meilleure des entreprises ne fera pas partie de notre sélection. Ce qui, sans rentrer dans l'ensemble des détails, ce qui est peut-être intéressant de remarquer, c'est la volonté de créer un portefeuille composé d'entreprises qui créent de la valeur de façon propre, donc aussi indépendante que possible, je dirais, par rapport au cycle économique ou par rapport au cycle sectoriel. Qu'est-ce que cela veut dire? On cherche des entreprises qui ont un vrai plan de création de valeur, que ce soit par croissance interne, par croissance externe, par croissance mixte, ou par tout simplement développement de produits ou une stratégie qui leur soit propre et que nous pensons portera des fruits à moyen terme. Dernier élément, je pense intéressant, surtout dans les contextes macroéconomiques que nous allons vivre, à notre avis, c'est l'absence de dette. Donc, les entreprises dans notre portefeuille, elles génèrent du cash et, pour la plupart, n'ont pas vraiment de dette. Donc, si on passe maintenant à ce qui pourrait être une espèce de bien consolidé des entreprises dans les portefeuilles, à la diapositive 27. Vous voyez, si on avait si on faisait une moyenne du résultat sur fonds propres, du RCP, comme on dit en français, ou ROE en anglais, de nos entreprises, on aurait des entreprises qui génèrent plus de 27 euros pour chaque 100 euros des capitaux employés après impôt. Donc ceci est véritablement satisfaisant. Donc pour nous, évidemment, il y a de la dispersion là-dedans, mais pour des raisons également des phases d'investissement des entreprises, mais en moyenne, ceci est très très satisfaisant. Si on regarde la croissance du BPA, elle est pour nous également assez satisfaisante compte tenu des projets de chacune des entreprises. Donc là encore, il y a de la dispersion. Il y a l'effet d'euro qui a un peu pesé cette année, plus récemment. Donc on a eu une petite baisse des entreprises européennes en raison de l'euro, mais globalement, on reste sur des chiffres. Les dividendes, alors sur les dividendes, c'est de moins en moins important en fait, parce que si on prend juste les dernières des lignes du portefeuille, Rostors et Ulta Beauty, alors Ulta, on dirait qu'il n'y a pas de dividendes et Rostors 0,90. La réalité est tout autre, parce qu'une entreprise comme Ulta rachète entre 5 et 6% du capital cette année, donc les retours, les vrais rendements, il est au moins de 5 à 6%. Et une entreprise comme Ross, il a, au-delà de son dividende, un plan des rachats d'actions de l'ordre de plus d'1 milliard d'euros cette année. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc, il conviendrait toujours d'ajouter les buybacks, les rachats d'actions au rendement. On ne peut pas les faire parce que c'est une donnée qu'on ne connaît pas à l'avance, mais la plupart de ces entreprises ont des projets ou des programmes de rachats d'actions en place en ce moment. La croissance du dividende est à peu près en ligne avec les BPA. Les ratios R, je dirais, bon, par rapport à la dernière fois, vous vous souvenez, on s'était quitté en janvier et lorsque tout le monde était très enthousiaste et très optimiste, nous avions été un peu prudents. Donc, comme vous avez dit, pour nous, le marché est cher et nos ratios de valorisation étaient à des niveaux assez faibles historiquement. Hein, donc, depuis la crise financière, en fait, on est arrivé en plus bas. Donc, on était plutôt prudent. Donc, le marché, évidemment, après notre présentation de janvier, a subi une petite correction. Nous avons fait évoluer un tout petit peu les portefeuilles. Aujourd'hui, les ratios R s'est un peu amélioré par rapport à celui des janvier qui était autour du 1,50. Aujourd'hui, nous sommes aux environs des 1,60. Donc, du mieux de ce point de vue-là, des opportunités par la suite.
Ce qui est intéressant de remarquer également que sur cette diapositive, vous n'avez pas les entreprises faisant partie de notre portefeuille non industriel. Donc ici, vous avez uniquement celles qui sont les A et les B dans notre notation de qualité. Les retournements, comme vous vous souvenez des Fnac Darty par exemple, ou Expedia en ce moment, elles sont évaluées différemment et donc ne rentrent pas dans cette catégorie, tout simplement parce que ce sont des projets qu'on évalue plutôt à 3 ans sur la base d'une issue. Dans les cas d'Expedia par exemple, c'est l'intégration de HomeAway qui est le seul véritable concurrent des Airbnb et qui caractérise de façon très, très particulière un moment de vie de l'entreprise. Donc, dans ces cas-là, la valorisation ne se fera pas avec les mêmes métriques qu'on utilise pour les entreprises de type A et de type B. Même chose pour Fnac Darty, vous vous souvenez, elle ne faisait pas partie de cette liste. Donc, ceci est une liste homogène. Les portefeuilles industriels, je répète, elles constituent en général plus de 90% quand même de notre portefeuille longue action. Donc maintenant, si on rentre dans l'actualité du trimestre et dans les contributions, donc on va juste pour vous donner quelques éléments, des clés de lecture de la performance. Donc on a ici sur cette diapositive les 3 principaux contributeurs dans le trimestre avec évidemment positif et négatif. On va juste rapidement descendre du haut en bas. Donc, on va parler tout à l'heure de LDC, qui est une entreprise dont la performance continue à être extrêmement positive, à la fois en bourse et dans la création de valeur, ce qui nous intéresse. Vous avez la contribution, la performance au premier trimestre et, pour mémoire, la performance 2017 de ces actions. César, qui continue dans une lancée après une progression de 44% en 2017. Elle continue de façon très positive avec un plus 5 cette année. LVMH, c'est la performance jusqu'à fin mars. Donc LVMH reste une des principales lignes des portefeuilles. Donc cette performance ne tient pas compte des chiffres qui ont été annoncés dans la nuit. Vous le savez, aujourd'hui, LVMH a je ne sais pas si quelqu'un pourra m'y voir regarder un petit peu, mais elle monte de façon assez importante. Donc là, on s'arrête au 30 mars. Donc on ne prend pas en compte la performance très positive sur les mois d'avril. Donc, en général, pour l'ensemble de ces entreprises, même sur les contributeurs apparemment négatifs, nous avons eu plutôt des bonnes nouvelles, et on va en parler une par une. Je vais citer juste Novo avant de rentrer dans les détails de chacune. Novo Nordisk, pour nous, sur Novo, il y a, comme on vous avait dit, plutôt des bonnes nouvelles. Une performance, je rappelle, en 2017 de plus de 30%. Depuis que nous avons ajouté, nous avons augmenté notre exposition à l'entreprise en 2016. On a eu une progression du cours d'environ 40%. Donc, pour nous, il s'agit d'un petit ajustement. Les seuls éléments, si on veut en trouver un tout petit peu négatif à court terme, c'est l'euro. Donc, on voit pâti un tout petit peu de la hausse du euro, de la baisse du dollar. Mais bon, c'est quelque chose qui, pour nous, va laisser la place à la dynamique normale de l'entreprise dans les mois et années à venir. Donc, on va, comme toujours, commencer par les contributeurs négatifs. Donc, on va parler des Ulta et Greggs. Donc, Greggs d'abord. Greggs, c'est, je vous ai déjà parlé, c'est la principale chaîne de restauration importée totalement intégrée au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant de remarquer de notre part, c'est d'abord l'effet, comme je vous disais, que depuis que nous l'avons inséré dans les portefeuilles, je crois que c'est les dernier trimestre 2016, la progression du titre est de plus de 50%. Donc pour nous, aujourd'hui, la petite correction qui a eu lieu au cours du premier trimestre, ce n'est rien d'autre qu'une correction. Pourquoi ceci? Probablement parce que les marchés c'est un peu emballé quant à l'évolution du projet de l'entreprise. Pour nous, il n'y a vraiment rien à signaler. Donc vous vous souvenez, zone d'achat plutôt à ces niveaux-là d'ailleurs en novembre 2016.
plus 50%, une correction, et déjà aujourd'hui, je crois que les cours ont remonté. Donc pour nous, c'est plutôt, et ça a été plutôt une opportunité d'achat. Rien de spécial à dire, les résultats sont excellents. Donc vous les voyez ici, un chiffre d'affaires qui croît de plus de 7,4% en 2017, une évolution de l'ensemble des éléments économiques qui est tout à fait conforme à notre plan de marche, et, rappelons-le, une entreprise qui est en train de réaliser un plan très ambitieux de développement qui se déroulera notamment en 2018, 19 et 20. Donc pour nous, non seulement nous n'avons rien de spécial à signaler sur cette entreprise, mais plutôt, je dirais, une correction assez intéressante par rapport au potentiel d'évolution du cours. Nous n'avons rien fait, nous ne sommes pas à l'achat, nous ne sommes pas à la vente. Donc c'est pour nous une correction uniquement technique. Pour Ulta, alors là c'est quelque chose un peu différent. L'entreprise a, le 15 mars, publié des résultats encore une fois assez exceptionnels, avec une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 8,8, total de plus de 20%. Donc c'est une entreprise, donc l'e-commerce, qui est une partie désormais très significative, croît à plus de 50%. Je rappelle qu'Ulta est la première enseigne de distribution cosmétique aux États-Unis, donc un peu les Sephora américains, et au passage aujourd'hui est le numéro 1 mondial dans la distribution des cosmétiques devant Sephora. Donc l'entreprise affiche une santé insolente, donc nous n'avons aucun souci là-dessus. Par contre, ce qui s'est passé, je vous rappelle un tout petit peu l'évolution de notre investissement d'abord, et ensuite les événements récents. Donc nous avons profité de cette baisse très importante pour créer une position sur Ulta en deuxième partie de 2017. Aujourd'hui, Ulta est une des principales lignes du portefeuille. Nous avons également profité de cette évolution assez particulière ici pour le racheter sur différents fonds grâce à une baisse assez rapide, qui est tout simplement liée à un événement, plutôt à un non-événement pour nous, mais qui a eu un impact assez important en février. Donc, ce qui explique un tout petit peu la performance de nos fonds, surtout plus concentrés au mois de février. Donc, pour résumer les événements, il s'agit d'une ancienne employée d'Ulta qui a publié un tweet dans lequel elle a accusé l'entreprise de revendre des cosmétiques qui sont des retours en fait des consommateurs comme neufs. Alors, on parle, Ulta, c'est bientôt 8 milliards d'euros ou de dollars, pardon, des chiffres d'affaires. Donc vous imaginez que les retours dans la cosmétique ne sont pas très nombreux, même s'il y a eu quelques cas isolés, ceci ne pourrait pas affecter une entreprise comme Ulta, surtout qu'on parlait de 1 ou 2 magasins, on disait non, 1100. Donc par rapport à tout ceci, il y a eu des class actions qui sont lancées, vous savez, aux États-Unis de façon assez mécanique par des cabinets d'avocats qui cherchent à créer, on va dire, une opportunité, surtout pour leur cabinet, de générer des fees. Mais c'est quelque chose, après enquête, qui laissera pour nous totalement l'entreprise intacte. Il n'y aura aucun impact. On imagine vraiment aucune suite pour cette situation. Par contre, les marchés, évidemment, ont réagi. Nous restons convaincus de l'intérêt du dossier, donc nous en avons rajouté. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait plutôt vers la fin février, début mars 2018. Donc, quand vous prenez Greggs et Ulta, vous voyez que sur les fonds, notamment non UCITS, les fonds plus concentrés, ceci a eu un impact assez important, puisque sur les fonds comme Varenne Sélection, Varenne Global Sélection, là on parle, en combinant les deux titres, de plus de 20% en fait d'exposition. Donc finalement, des mouvements de ce type-là en même temps peuvent avoir un impact. Pour nous, c'est plutôt une opportunité d'achat. Pour traduire ça en termes très concrets,
nous avons, avec la société Varian Capital, nous avons augmenté notre investissement dans les fonds, notamment en UCITS, juste suite à ces événements, puisque nous pensons que c'était un excellent point d'entrée. Donc, si on passe maintenant aux contributeurs positifs, je ne parle pas d'LVMH, les chiffres sont sortis ce matin, je pense que l'actualité et la presse économique en fera certainement des rapports assez complets. Juste un chiffre quand même, plus 13% de croissance année sur année, hors évidemment pas du change. C'est quelque chose d'assez exceptionnel pour une entreprise comme LVMH, donc on en parlera certainement la prochaine fois un peu plus en détail. LDC. Alors, je pense qu'il faut un moment parler d'LDC parce que c'est une entreprise qui est dans nos portefeuilles depuis très longtemps. On n'en parle pas beaucoup, un petit peu, c'est quelque chose qui est resté un peu dans l'ombre. Donc, qu'est-ce que c'est la société LDC? C'est tout simplement le numéro 1 français de la volaille, un des principaux acteurs européens dans les secteurs. C'est également les deuxième acteurs sur les traiteurs, avec la marque Marie notamment. C'est une entreprise qui a été construite dans les temps, en partant, je dirais, dans les Landes, avec la marque Loué, qui était à la base, qui était qui représentait un peu les débuts de cette entreprise, puis l'intégration d'autres marques comme les Gaulois, Maître Coq et enfin Marie. C'est une entreprise qui est très très bien gérée, dans laquelle nous avons investi déjà il y a presque une dizaine d'années. Nous avons accompagné la croissance de cette entreprise. À l'époque, je me souviens, lorsque nous avons commencé à investir, je crois que leur chiffre d'affaires était environ 1,5 milliard d'euros. Aujourd'hui, nous avoisinons les 4 milliards d'euros. Donc une très très belle progression, très rentable, pas de dettes, comme toujours dans nos entreprises du portefeuille industriel. Des parts des marchés qui, dans certains segments, dépassent les 50%, notamment en France, et une vraie capacité à faire face à la grande distribution. D'ailleurs, c'est un exemple même de Costing Power. Aujourd'hui, quand les filières agricoles souffrent les producteurs n'arrivent pas, en quelque sorte, à dégager des marges face à la grande distribution, LDC, avec sa force de frappe, arrive à générer des marges très intéressantes. Vous voyez ici un résultat opérationnel de l'ordre de 176 millions d'euros. C'est tout à fait remarquable, sachant qu'en face, vous avez Carrefour et les autres géants de la distribution. Donc, une actualité en termes de résultats extrêmement favorable. Vous voyez ici quelques éléments, mais une actualité plus récente également, qui est une actualité des fusions-acquisitions. Je dirais, c'est un trimestre dans lequel nous avons eu énormément des rapprochements. Il y a une activité, il y a un frémissement chez nos entreprises et en général sur les marchés, sur les fusions-acquisitions. Michael et Bertrand en parleront tout à l'heure. Pour ce qui nous concerne, là, on va parler des trois opérations en cours. La première chez LDC, qui est assez intéressante. Donc, je demande peut-être à Marco de venir nous illustrer rapidement l'opération en cours entre LDC et Doux. Marco. Oui. Donc voilà, quelques mots sur la société Doux. Voilà, les problèmes de Doux ne datent pas d'aujourd'hui. Donc on peut rappeler que la société était déjà entrée en redressement judiciaire en 2012. Donc à cette occasion, la société LDC s'était déjà positionnée pour reprendre certains actifs de la société, avait repris à l'époque 2 abattoirs, qui a restructuré, investi à peu près 30 millions d'euros, et aujourd'hui il marche bien. Donc après, il y a une autre partie significative de la société Doux qui a été reprise par d'autres acteurs dans le temps. Disons, le dernier en date, c'est la coopérative Terrena, qui avait racheté le 52,5% qui appartenait à un investisseur financier qui était le Fonds Développement et Participation, ensemble avec la famille Doux, qui détient toujours 20% de la société, et également avec un groupe saoudien, le groupe Al-Munayem, qui a été fondé dans les années 50 et qui est un des principaux importateurs de viande pour l'Arabie Saoudite,
également un très gros importateur de fruits et légumes, donc disons avec une situation de quasi-monopole sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Voilà. Après, la société Terrena, qui est un acteur assez significatif déjà dans le poulet avec tout le groupe Gastronome, a repris donc ses 52,5%, devenant l'actionnaire principal de la société. Mais malgré cela, les dernières années ont été toujours difficiles à cause de plusieurs facteurs. Le facteur principal, c'est que la société a une grosse activité qui est destinée au grand export. Le grand export, c'est la vente de poulets français surgelés au marché internationaux assez éloignés, en particulier les pays arabes. Donc c'est pour ça que voilà, le groupe saoudien est aussi un des principaux clients du groupe Doux. Donc aujourd'hui, toutes ces exportations sont soutenues par l'Europe. L'Europe, je vous rappelle, avait une politique agricole très favorable qui permettait aux agriculteurs et aussi aux industriels du secteur d'avoir des marges assez confortables avec des aides spécifiques. Dans le cas du poulet, vous voyez, jusqu'en 2011, il y avait une contribution de 355 € la tonne qui était versée par l'Europe aux agriculteurs français donc, et aussi au groupe Doux pour faire bien marcher cette activité vis-à-vis de la concurrence qui vient principalement du Brésil. Aujourd'hui, l'Europe, depuis déjà pas mal d'années, a décidé d'enlever. Aujourd'hui, ces aides sont tombées à zéro. Donc, on n'a plus vraiment cette compétitivité à l'export. Mais malheureusement, cela a généré les déboires du groupe Doux, ensemble avec d'autres problèmes. Ça avait été avant une diversification au Brésil qui n'a pas très bien marché avec trop de dettes. Après, avant que les prix, après aussi que le réal baisse de façon significative avec une dette qui était plutôt en dollars et des problèmes de gestion en général. Voilà. Donc aujourd'hui, quelle est l'opportunité qui se présente au groupe LDC? C'est de reprendre donc, disons, les actifs les plus intéressants du groupe Doux sans les dettes et sans le passif en général. Donc en particulier, LDC va reprendre des actifs qui l'intéressent dans les produits découpés et les produits panés également et des saucisses de volaille. Donc il y a une usine à Quimper qui va être reprise 100% par le groupe LDC et sur laquelle ils vont investir massivement. Donc je rappelle que, comme vient de mentionner Giuseppe, le groupe LDC a beaucoup de moyens, une trésorerie nette à la fin du dernier trimestre de 190 millions d'euros, encore 30 millions d'euros qui ont été en plus injectés par Sophie Protéol récemment. Donc voilà, c'est un groupe très très solide qui est épaulé également par les régions des Pays de Loire et de Bretagne pour cette reprise. Donc pour un projet industriel important pour préserver l'emploi et devenir compétitif. Cela sur la partie frais. Le poulet frais donc va être repris par le groupe LDC. Après tout ce qui est grand export, le produit surgelé, donc le groupe saoudien va faire partie également des repreneurs. Donc va reprendre la marque Doux pour la péninsule arabe et aussi va reprendre à peu près 300 salariés qui vont travailler dans une partie de l'usine principale qui va être louée par LDC au groupe saoudien. Et le groupe saoudien va continuer à faire son grand export, mais uniquement relativement à l'Arabie Saoudite, dans ce marché sur lequel il a un quasi-monopole. Le groupe LDC, par contre, va se concentrer sur le produit frais. Donc, il est déjà le leader français et le leader aussi dans d'autres pays comme la Pologne. Et reprendre aussi tout ce qui est produits panés, produits élaborés, sur lesquels peut amener une vraie valeur ajoutée. Et à ce sujet, donc la reprise, disons que ce consortium inclut également Terrena qui est aujourd'hui l'actionnaire actuel, et avec Terrena vont se partager tous les actifs de la partie amont. La partie amont est tout ce qui concerne l'aliment. Donc, voilà. Donc, nous estimons que c'est un projet qui va créer beaucoup de valeur et le groupe LDC va également investir. Elle a déjà prévu d'investir 55 millions d'euros pour une nouvelle usine, pour une usine qui sera beaucoup plus moderne. Voilà, le problème d'un groupe comme Doux, c'est que vous qui n'avez pas d'argent, il y avait des contraintes financières importantes, il n'y a pas eu les investissements nécessaires, à la différence d'LDC, qui a toujours investi de façon très significative pour créer de la valeur sur le moyen et long terme. Donc voilà, nous pensons, à ce sujet, voilà, on est encore dans une phase d'offre, une offre qui est déposée au tribunal de Rennes.
La seule offre concurrente, c'est un groupe ukrainien, mais que, bon, on estime que ça ne fait pas vraiment le poids, parce que le projet du groupe ukrainien était de reprendre un nombre très restreint d'employés, à peu près 300 sur quand même presque 1200, et plutôt de délocaliser une partie de la production en Ukraine pour le grand export également. Mais vous que dans l'actionnariat de l'offre, il y a également le groupe saoudien, voilà, on estime que l'offre a toutes ses chances d'aboutir parce que voilà, tout ce qui est grand export va passer, sera géré par les Saoudiens et le reste par le groupe LDC et Terena également. Et avec également, voilà, il ne faut pas l'oublier, il y a l'appui de la région Bretagne et de la région Pays de Loire pour cette offre. Voilà. Donc nous estimons que le projet... Est-ce que tu connais les chiffres d'affaires qui seraient éventuellement Oui, le chiffre d'affaires, voilà, c'est un chiffre d'affaires voilà, par rapport aux bonnes époques. Le groupe Doux a un chiffre d'affaires qui a beaucoup baissé. C'était un chiffre d'affaires d'à peu près 360 millions à l'année 2016, un peu moins à l'année 2017. Bon, et cette partie qui va être prise par le groupe LDC, je peux l'estimer autour de 200 millions, disons. Voilà, donc que LDC, grâce à cette opération, va franchir la barre des 4 milliards. Oui, voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà une des actualités du trimestre et c'est juste évidemment un des éléments qui explique la très bonne performance des LDC pendant donc de plus de 20% sur les trimestres. Si on continue, on va parler rapidement des Givaudan. Donc là encore, nous avons une actualité qui est une actualité, encore une fois, des résultats très satisfaisants. On les voit ici en bas de la diapositive avec des données 2017 en progression en francs suisses de l'ordre de 100% pour un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards évidemment de francs suisses, mais surtout l'effet marquant de ces trimestres est l'acquisition d'entreprises Naturex. Donc c'est une entreprise qui a un positionnement très spécifique, c'est une entreprise française qui a un positionnement des leaders sur l'extraction d'arômes naturels. Alors, l'extraction d'arômes naturels, si vous connaissez un peu Givaudan, c'est les leaders mondiaux de la parfumerie et des arômes alimentaires. Donc, ces grands clients sont les leaders de l'agroalimentaire, entre autres. Avec Naturex, ils acquièrent une position dominante presque dans l'extraction d'arômes naturels, qui est évidemment la grande tendance des dernières années. Alors c'est une acquisition qui a beaucoup de sens pour l'entreprise, mais qui a une caractéristique évidemment qu'il ne faut pas négliger, un niveau des prix très élevé. Donc c'est quelque chose qui malheureusement caractérise la situation actuelle. Donc, nous nous réservons, je dirais, un jugement quant à ces prix. Demain, Claire et Marco seront en Suisse avec la direction de Givaudan et on aura plus d'informations puisqu'il n'y a pas eu évidemment énormément de communication là-dessus, à part évidemment les termes de ces rachats. Donc, pour le moment, c'est que nous pouvons dire que c'est une opération qui fait beaucoup de sens, qui rend Givaudan un leader incontesté dans les arômes naturels. Ce qui nous laisse un peu perplexer les prix, mais encore une fois, on en saura plus demain. Pour la suite, on va parler de la troisième acquisition qui marque ces débuts d'année, et c'est plus une fusion en quelque sorte, dans ces cas, entre Essilor et Luxottica. Donc, j'invite à me rejoindre ici devant l'écran, donc Claire qui va parler un tout petit peu des Essilor et Luxottica, et aussi peut-être Michael ou Bertrand qui vont nous parler un petit peu de la mécanique de cette opération. Pourquoi je voudrais que les situations spéciales et l'Enterprise Speaking vous parlent de la même opération. Parce que c'est un peu comme on avait en quelque sorte fait pour Fnac Darty, nous avons utilisé les compétences en fusion-acquisition de l'équipe de Special Situations avec la compétence d'investisseurs long terme que nous avons dans l'autre équipe avec Marco et Claire sur l'Enterprise Speaking pour jouer en quelque sorte avec les deux casquettes. Donc si aujourd'hui nous nous positionnons sur Luxottica
et Essilor dans ces combinaisons, c'est grâce au travail combiné de ces deux équipes. Donc ce que je propose, peut-être Claire, tu vas nous donner une idée de qui est Essilor, qui est Luxottica, peut-être Michael ensuite l'opération et quel est l'impact de cette opération et pourquoi aujourd'hui ça nous intéresse. Merci. Bonjour à tous. Si on commence avec Essilor, Essilor, beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est un fleuron français, leader mondial de l'optique ophtalmique, fondé en 1972 par la fusion entre Essel et Essilor. Essel, c'était le créateur du verre progressif Varilux, Essilor, créateur du verre organique Orma. Essilor, c'est aujourd'hui 41% de part de marché mondial sur les verres correcteurs, 25% de part de marché mondial, tous verres confondus. Une présence dans plus de 100 pays, avec un accent particulier mis sur la recherche, plus de 200 millions d'euros investis en 2017 en R&D, plus que tous ses concurrents réunis. Quelques chiffres, c'est à peu près 7,5 milliards de chiffre d'affaires sur l'année 2017 pour un résultat net de près de 800 millions d'euros. Luxottica, c'est le pendant d'Essilor dans les montures, donc c'est le numéro 1 mondial de la production et de la distribution de montures de lunettes, fondé en 1961 par Leonardo Del Vecchio. Aujourd'hui, c'est près de 100 millions de montures vendues par an. Le chiffre d'affaires de Luxottica se sépare en deux. Vous avez 7 marques propriétaires, 21 marques sous licence. Les 7 marques propriétaires représentent 68% du chiffre d'affaires. On comptera Ray-Ban, évidemment, Oakley, Vogue ou encore Persol. Ray-Ban, pour vous donner une idée, 27% du chiffre d'affaires de Luxottica, 30 millions de paires vendues par an, et c'est un tiers du marché de la lunette de soleil en France. Quant aux marques sous licence, ce sont des marques prestigieuses avec des accords à long terme, 5 à 10 ans. Armani a été la première. Aujourd'hui, l'accord de licence avec Armani s'étend jusqu'en 2023. Valentino et Ralph Lauren, un accord de licence jusqu'en 2027. Prada jusqu'en 2025. Plus récemment, Luxottica a également investi dans la fabrication de verres ophtalmiques et solaires, avec la mise en place de 3 laboratoires au niveau mondial, un aux États-Unis, un en Europe et un en Asie. C'est un peu plus de 9 milliards de chiffre d'euros, pardon, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net d'un peu plus d'1 milliard. Ce schéma vous montre une entité combinée, donc le portefeuille de marques d'une entité combinée. Dans l'encadré vert, les marques de verre. On retrouve Varilux, Chrysal, Transition, qui sont les marques principales du groupe Essilor, mais également, comme je mentionnais, Ray-Ban ou Oakley également dans les verres. Dans l'encadré orange, le portefeuille de marques de lunettes de soleil, donc un mastodonte absolu, et dans l'encadré bleu tout en bas, la distribution, autant en ligne, du groupe Essilor notamment, que dans des magasins physiques, Sunglass Hut par exemple, ou LensCrafter chez Luxottica. Le management, Giuseppe vous a dit, chez Varel, le management, c'est un point fondamental de notre analyse. On ne peut pas ne pas parler de Leonardo Del Vecchio quand on parle de Luxottica et d'Essilor. Leonardo Del Vecchio, c'est aujourd'hui la 2e fortune d'Italie, fortune personnelle estimée à peu près 23 milliards de dollars. Il a fondé Luxottica à 25 ans en 1961. Il a su construire son empire, 3 coups de maître principaux. Le premier, c'est d'avoir créé son propre réseau de distribution aux États-Unis, qui est un marché extrêmement compliqué à pénétrer. Le deuxième, d'avoir su faire d'un produit de grande consommation médicale, pas très attrayant, un vrai produit de luxe, un vrai accessoire de mode, grâce notamment à l'appui d'Armani qui lui a offert sa première accord de licence en 1988. Armani a encore aujourd'hui 4,6% du capital de Luxottica. Et enfin, dernier coup de génie de M. Del Vecchio, l'acquisition de Ray-Ban en 1999 pour 640 millions d'euros. On sait qu'aujourd'hui, donc, Ray-Ban est la première marque de lunettes au monde. Du côté d'Essilor, on a également un management avec un track record extrêmement solide, excellent. Tant Hubert Sagnières, président directeur général, que Laurent Vachereau, directeur général délégué,
ont fait leurs armes dans l'entreprise depuis plus de 30 ans, sont très solides, connaissent très bien le business. Leonardo Del Vecchio est à l'origine de cet accord, de cette fusion entre les deux groupes. C'est lui qui a invité Hubert Sagnières en mai 2015 dans sa villa Leonina sur les hauteurs de Monte-Carlo pour lui proposer cette fusion entre égaux. L'objectif était triple. Le premier, assurer sa succession, sécuriser sa succession. Le deuxième, d'assurer la pérennité de son empire. Et le troisième, renforcer les avantages concurrentiels durement acquis par Luxottica. Michael va maintenant vous parler donc de cette opération. Bonjour à tous. Donc Claire vous a présenté les parties prenantes de la transaction. On va maintenant s'intéresser à la façon dont elle a été structurée. Tout a commencé le 16 janvier 2017. Donc un accord de rapprochement est signé entre Essilor et Delphine. Delphine, c'est la holding de contrôle du groupe Luxottica, holding détenue par Leonardo Del Vecchio. Et cette holding détient 62,5% du capital de Luxottica. L'opération va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, Delphine apportera sa participation dans Luxottica à Essilor, en échange de 31 à 38% du capital d'Essilor. Dans un deuxième temps, une fois cette participation effectuée, Essilor détiendra donc plus de 30% du capital de Luxottica et devra lancer une offre obligatoire sur les minoritaires de Luxottica. Cette offre obligatoire va prendre la forme d'une OPE, selon laquelle les actionnaires de Luxottica vont recevoir pour une action Luxottica 0,461 actions Essilor. Tout d'abord, l'apport de la participation de Delphine à Essilor va être soumis à plusieurs conditions. Ces conditions sont d'abord le vote des actionnaires d'Essilor en faveur de l'émission d'actions Essilor pour financer la transaction. Ce vote a déjà été obtenu. La condition principale sur laquelle on va s'attarder, qui est l'obtention des autorisations antitrust, donc il fallait l'autorisation antitrust en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Brésil et au Canada. Et enfin, il y avait aussi une condition, il fallait que l'AMF dispense Delphine de lancer une offre obligatoire sur le capital d'Essilor, puisque, à l'issue du processus de rapprochement, Delphine aurait plus de 30% du capital d'Essilor, donc en théorie devrait lancer une offre obligatoire sur le capital d'Essilor. Donc cette distance a déjà été obtenue. Sur ce slide-là, vous avez une bonne présentation des activités des deux parties. On voit qu'elles ont des activités qui sont vraiment complémentaires, mais en même temps très distinctes. D'un côté, on a Essilor qui est un leader sur le marché du verre ophtalmique, et de l'autre côté, Luxottica qui est un leader sur le marché des montures. D'un point de vue de la distribution, Essilor a un réseau de distribution qui est plutôt orienté sur le online, et Luxottica a un réseau de distribution qui est plutôt orienté sur la distribution physique. Donc on est face à une transaction qui n'est pas une transaction horizontale, comme on le voit assez souvent, mais face à une transaction qui est une transaction verticale ou dite de conglomérat. Et c'est important parce que les autorités antitrust vont avoir une approche qui est très spécifique à ce type de transaction. En particulier, elles vont regarder les tactiques qui peuvent être mises en place par l'entité combinée Essilor-Luxottica pour essayer d'affaiblir ses concurrents et, in fine, d'augmenter les prix sur le marché. On a 3 types de tactiques principales qui peuvent être mises en place. Une première tactique qu'on va appeler tactique d'input foreclosure. Donc en fait, ça va consister pour l'entité Essilor-Luxottica à vendre ses produits uniquement à travers ses canaux de distribution et donc ne pas vendre ses produits aux concurrents. Deuxième tactique qu'on appelle de customer foreclosure. Donc là, ça va consister à empêcher les verriers concurrents d'Essilor et les lunetiers concurrents de Luxottica de vendre leurs produits à travers le réseau de distribution d'Essilor-Luxottica. Par exemple, si on prend l'exemple des magasins LensCrafter aux États-Unis, ce serait faire en sorte que les magasins LensCrafter de Luxottica ne se fournissent qu'en verre Essilor, et donc ça affaiblirait les concurrents d'Essilor que sont par exemple Oya ou Zeiss. Enfin, troisième type d'effet que l'on peut nommer, ce sont les effets de type conglomérat. Donc on a 2 types principaux d'effets de ce type-là. On va avoir les ventes groupées et les ventes liées. Donc ventes liées, ça peut être contractuellement, par exemple, obliger contractuellement les opticiens qui veulent pouvoir accéder aux marques très attractives de montures de Luxottica à acheter du verre Essilor. Donc ce sont les principaux effets qu'on peut avoir sur ce type d'opération. En ayant ces effets en tête, on a donc étudié les 5 juridictions qui étaient une condition au succès de l'opération. Donc là, vous avez le résumé de notre analyse antitrust. Donc c'était États-Unis, Europe, Chine, Brésil, Canada. Dans un premier temps, sur les effets verticaux. Sur les effets verticaux, on était plutôt confiant par 2 choses. Première chose, c'est que la part de marché de la distribution de l'entité combinée Essilor-Luxottica était relativement faible. Si on prend l'exemple des États-Unis, qui est le marché où ils ont la plus grosse part de distribution,
ils ont une part de marché de seulement 15%. Donc ça leur donne un levier relativement faible pour exercer une pression sur les concurrents. D'autre part, deuxième chose, c'est que donc ils avaient ce faible levier qu'ils ne pouvaient pas exercer sur les concurrents. Et cela nous donnait vraiment confiance sur le fait que d'un point de vue vertical, il n'y aurait pas de souci. D'un point de vue horizontal, on avait 2 juridictions sur lesquelles il pouvait potentiellement y avoir un problème. Les États-Unis, où on avait une part de marché sur la vente de lunettes de solaire qui était de plus 50%, donc une part de marché très importante, du fait du portefeuille très important évidemment de solaire de Luxottica. Et aussi, ce qui est moins connu, c'est que Essilor a 2 marques de lunettes de soleil aux États-Unis qui sont assez conséquentes, qui sont Foster Grant et Costa. Donc sur ce marché-là, plus de 50% sur la vente de lunettes de soleil. Deuxième marché sur lequel il pouvait y avoir potentiellement un problème horizontal, c'est le marché de la Chine, où Essilor a une participation de 50% dans la société Xiamen Yarui. Xiamen Yarui qui détient la marque Bolon. Bolon qui est une marque de lunettes de soleil très connue en Chine, qui est un peu l'équivalent du Ray-Ban chinois. Donc sur ces 2 juridictions, potentiellement des problèmes horizontaux. Ce que nous avons fait, comme d'habitude, c'est que nous avons mis en place un scénario worst case et on est parti du principe que les autorités antitrust pouvaient demander potentiellement la cession d'une marque de lunettes de soleil d'Essilor aux États-Unis ou bien la cession de la participation d'Essilor dans Xiamen Yarui en Chine. Suite à ça, on a donc regardé quel était l'impact de ces cessions sur le rationnel de l'opération. En l'occurrence, en combinant toutes ces cessions sur toutes les juridictions, on arrivait à un impact qui était inférieur à 4% du chiffre d'affaires d'Essilor, et donc qui pour nous était un impact négligeable, qui ne dénaturait pas le rationnel de l'opération. En conséquence, on avait confiance dans le fait que les 2 parties allaient obtenir l'autorisation des autorités de la concurrence. Elles en avaient la capacité et la volonté, car ça ne dénaturait pas le rationnel de l'opération. Au jour d'aujourd'hui, les autorisations ont été obtenues aux USA, en Europe, au Brésil et au Canada. La seule autorisation restante à obtenir, c'est donc la Chine, que l'on attend au 2e trimestre 2018. Et on s'attend à une finalisation de l'opération au 3e trimestre 2018. Voilà donc pour la présentation de cette opération. Donc on est très confiant sur le closing de l'opération. Et je vais repasser la parole à Claire qui va vous parler plus en détail des synergies qui vont pouvoir être tirées de cette opération. Merci. Donc, Essilor Luxottica en tant qu'ensemble, c'est une intégration verticale complète, du design au développement produit jusqu'à la distribution, en passant par la production et la logistique. C'est également un portefeuille de marques conséquent. On l'a vu, les 2 groupes à eux seuls ont les 3 plus grandes marques de l'optique mondiale, Ray-Ban chez Luxottica, Foster Grant, comme l'a mentionné Michael, chez Essilor, et Oakley, 3e marque de lunettes mondiale, avec plus de 10 millions de paires vendues par an. C'est un véritable mastodonte du secteur, plus de 15 milliards de chiffre d'affaires, pardon, plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je vais y arriver, un EBITDA d'environ 3,5 milliards d'euros. Si on regarde les perspectives court-moyen terme, nous estimons notre base case des synergies totales de 400 à 600 millions d'euros, qui seront notamment dues à une optimisation de la chaîne logistique, mais également à la possibilité de vente complémentaire ou cross-selling, où les 2 groupes pourront à la fois vendre les verres et les montures, tant dans le solaire que dans l'ophtalmique, l'optique. Ceci va renforcer leur pouvoir de négociation face à la distribution et aux clients finaux, avec évidemment les avantages sur les marges que cela implique. Les 2 groupes ont également profité de l'expertise de l'un et de l'autre dans leurs secteurs respectifs. Luxottica, secteur d'expertise dans la distribution physique, avec 9000 points de vente dans le monde. Essilor, c'est une expertise dans la vente en ligne, avec 14 sites web sur les 5 continents. Ces complémentarités et ces synergies vont permettre une amélioration de la qualité des produits et des services. Aujourd'hui, pour avoir une paire de lunettes finie, il faut compter entre 1 à 2 semaines. Ce groupe permettra probablement d'avoir une paire finie en 24-48 heures. Des perspectives peut-être un peu plus long terme. Il y a une tendance démographique qui est extrêmement porteuse, notamment pour Essilor. Il ne vous a pas échappé que nous passons de plus en plus de temps sur les écrans.
de toutes sortes, qui émettent une lumière bleue extrêmement nocive, ce qui entraîne une fatigue visuelle, mais également une augmentation des risques de myopie. Il est estimé que d'ici à 2050, 5 milliards de personnes seront myopes. Un vieillissement de la population également dans les pays développés, avec un accroissement des cas de presbytie, ce dont sera 1,6 milliard d'ici à 2020, et un accroissement des cas de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie dégénérative de la rétine qui va entraîner une diminution progressive de la vision centrale. Ces maladies sont également aggravées par un manque de protection solaire, d'où une tendance également porteuse sur le marché de la lunette de soleil. On estime qu'aujourd'hui, 5,8 milliards de personnes n'ont pas une protection visuelle adaptée pour le soleil. C'est un marché en croissance de 6 à 7% par an. Autre marché très porteur, les pays émergents. On estime que dans ces pays, il y a 2,5 milliards de personnes qui n'y bénéficient pas de correction visuelle. C'est 1,6 milliard de personnes rien qu'en Asie, avec une prévalence de la myopie sur ce marché. Mais c'est également un marché où les classes émergentes sont en forte croissance, les classes moyennes sont en forte croissance, avec un revenu disponible également en augmentation, et qui sont, comme on le sait, très attachés aux marques. Ray-Ban a déjà près de 70 magasins, points de vente en Chine. Ce sera plus d'une centaine ou une centaine d'ici la fin 2018. L'urbanisation, c'est un point également important. Dans les pays émergents, évidemment, une tendance à l'urbanisation. C'est un facteur aggravant de myopie, puisque dans un contexte urbain, nous sommes beaucoup plus amenés à utiliser notre vision de près, ce qui aggrave la myopie, comme les écrans que j'ai mentionnés précédemment. L'e-commerce, c'est un marché un peu moins développé, encore un peu petit, mais en forte croissance, 14% par an. Aujourd'hui, seuls 5% des lunettes sont achetées en ligne, mais c'est déjà un marché qui démontre un vrai potentiel sur la lunette de soleil notamment. En conclusion, comme l'a dit Giuseppe, c'est l'analyse de l'équipe des situations spéciales qui nous a rassurés quant à l'issue de l'opération Essilor-Luxottica, qui nous a permis d'investir à la décote dans Luxottica au 4e trimestre 2017. À l'issue de l'offre d'échange, notre position dans Luxottica se matérialisera en action Essilor-Luxottica. L'analyse qui a ensuite été menée par l'équipe Enterprise Picking nous a permis d'être convaincus du potentiel de création de valeur de cette nouvelle entité, à la fois sur les synergies dont je vous ai parlé en termes de revenus, de coûts et de logistique, mais également face à la distribution, donc un pouvoir de négociation accru face à la distribution et aux clients finaux, avec tout ce que cela implique en termes de rentabilité future et de pricing power, donc la capacité à vendre les lunettes et les verres à des prix plus élevés que la concurrence, et si les synergies se concrétisent, à un coût défiant toute concurrence. Je repasse la parole à Giuseppe, merci. Merci Claire. Merci Claire, merci Michael. Donc, je pense que ce cas illustre bien l'intérêt des différentes compétences au sein de Varenne. La puissance de ces analyses combinées a fait que finalement nous avons trouvé un point d'entrée chez Essilor, quelque chose qu'on a cherché depuis longtemps. Essilor a toujours été une entreprise que nous suivions, mais qui était un peu chère par rapport à nos critères. Et donc finalement, grâce à cette combinaison d'analyses, nous avons pu en trouver un très satisfaisant, comme le disait Claire, à fin 2017. Si je passe maintenant au mouvement, donc je quitte un peu la section actualité contributeur, je passe au mouvement du trimestre et je termine sur la partie Enterprise Speaking. Donc pas grand chose à signaler, uniquement ce côté session, nous avons préféré céder entièrement la ligne sur Priceline, donc l'agence de voyage en ligne, notamment aujourd'hui renommée Booking d'ailleurs, mais pourquoi? Parce que tout simplement
simplement, la plupart de leur activité se fait grâce à ces marques donc, que tout le monde connaît. C'est une ligne que nous avions initiée en août-septembre 2015 à environ $1 200. Nous avons cédé à plus de $1 900. Pourquoi? Parce que nous avons préféré nous repositionner sur Expedia, qui est, comme je disais, en phase de turnaround, de redressement, et dont on vous parlera un peu plus en détail dans les trimestres à venir. Autre chose à signaler, nous avons renforcé Ulta, donc on en a parlé tout à l'heure, et Accenture, dont on a parlé, et encore une fois, on reviendra sur Accenture par la suite. Ce qui est maintenant les perspectives à moyen terme sur la stratégie d'Enterprise Speaking, je pense qu'il est important de souligner, c'est le fait que le marché a changé entièrement, on va dire, des configurations depuis un mois et demi. C'est la première fois depuis, allez, on va dire 17 mois, où nous avons de la dispersion autour de la moyenne, on va dire, du marché. Donc, un marché qui a fléchi un tout petit peu après avoir monté beaucoup, mais dans lequel nous pouvons maintenant, pour la première fois, je disais, depuis 17-18 mois, trouver des pépites, trouver des opportunités. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui est très différent du marché qu'on a connu pendant, je dirais, depuis 2016, dans lequel tout montait de façon très homogène. Donc, dans ces marchés, nous pouvons à nouveau espérer déployer des capitaux sur l'enterprise speaking. Donc, vous voyez qu'on avait été très prudent et progressivement, avec les marchés qui montaient je dirais, en cherté dans les derniers, notamment les derniers 18 mois, finalement, notre exposition sur un fonds comme Varenne Valeur avait progressivement baissé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons pour la suite de l'année? Si les conditions restent celles que nous vivons en ce moment, il est tout à fait envisageable d'augmenter progressivement et prudemment, évidemment, l'exposition d'un fonds comme Varenne Valeur. Et là, je parle de Varenne Valeur, mais je pourrais parler de Varenne Global de la même façon, donc les fonds UCITS. Pour les fonds non UCITS, on pourra peut-être renouveler les portefeuilles avec de nouvelles idées qui seront certainement issues soit de nos bases de données comportementales, soit de nos screenings fondamentaux. Donc, c'est quelque chose qu'on imagine, qu'on envisage par la suite. Et encore une fois, c'est ce qui est intéressant pour moi de communiquer comme message, c'est une configuration nouvelle qui est plutôt intéressante pour nous. Donc, c'est la première fois depuis encore une fois un an et demi, qu'on est en position de chercher des inefficiences sur les marchés. Donc, on va essayer d'en tirer parti pour le reste de l'année. Si on quitte la poche longue action et on passe à la poche short, donc à l'absolute short, là aussi on a assisté à un changement important, mais qu'on avait anticipé parfaitement, puisqu'on en avait parlé il y a 3 mois et il y a 6 mois déjà. Avant de revenir sur ces points, je rappelle juste en quoi concerne cette stratégie. Donc la stratégie des Absolute Short, c'est une stratégie qui nous permet de générer de la performance également dans des moments ou dans des situations économiques plus compliquées. Imaginez une détérioration de l'activité économique ou des conditions de crédit importantes. C'est une stratégie que nous avons développée tout au long des années, non pas parce que nous voulons être en fonds long short, donc nous ne sommes pas en fonds long short, nous ne faisons pas du short pour couvrir du long, c'est le rôle des risques, des macro-hedge chez nous, mais pour avoir la possibilité de générer de la performance dans des conditions et des configurations différentes. L'avantage que nous avons en tant qu'utilisateurs de plusieurs stratégies articulées dans un modèle de construction de portefeuille, c'est que nous pouvons décider de déployer des capitaux ou de ne pas les faire selon les opportunités. On a parlé tout à l'heure rapidement des situations spéciales, on en verra plus par la suite. On est capable de rester absent ou d'utiliser l'énergie du marché à notre faveur. Donc pour ce qui est des absolute short, vous vous souvenez, notre objectif c'est uniquement nous concentrer sur des sociétés, des entreprises qui vont faire face à ce que nous appelons un capital event, donc un événement de capital. Donc qu'est-ce que c'est un événement de capital? C'est soit une restructuration importante, soit une
une recapitalisation importante, une restructuration du capital ou carrément des situations de type banqueroute et des éventuelles liquidations. Or, vous imaginez bien qu'avec les conditions des crédits que nous avons connues dans les derniers 4 ans, ceci était devenu quasiment possible. Donc, du coup, nous avions annoncé je crois que c'était, en avril 2016, notre volonté de rester totalement absent de la stratégie tant que les conditions ne reviennent pas à notre faveur sur notamment la politique monétaire, mais également les conditions de crédit. Je rappelle que si quelqu'un parmi vous investit dans des fonds long short, je pense qu'il connaîtra bien cette évolution. Les fonds qui ont un biais short, qui sont tracés dans l'indice HFRI short, ont généré, la dernière fois où ils ont généré la performance, c'était entre juillet 2015 et les premiers trimestres 2016. Alors c'était précisément à ce moment-là, vous vous souvenez, nous avons créé les baskets short sur les biotech américaines qui avaient contribué très positivement, notamment en janvier, fin décembre et janvier 2016. Et également, c'est à ces moments-là où on avait des positions short sur soit les matières premières, soit des entreprises qui étaient liées au pétrole de schiste américain. Depuis, nous avons choisi de, comme je le disais, rester totalement en dehors de la stratégie. Vous voyez, on assiste maintenant à une petite stabilisation. Et c'est quelque chose qui nous a pas échappé, évidemment. Il y a 3 mois, je vous l'avais dit, on recommencera à revenir sur les shorts au deuxième trimestre, donc c'est-à-dire maintenant, en raison d'une normalisation attendue de la politique monétaire. On va en parler. Donc si on regarde rapidement ce qui s'est passé depuis que nous avons annoncé pour la première fois, c'est-à-dire il y a 6 mois, cette nouvelle configuration, on voit un début de normalisation de la politique monétaire, notamment aux États-Unis. Et ceci a entraîné également un petit rebondissement, on va dire, vous les voyez ici, sur les conditions de crédit, notamment dans la yield. Alors, ce n'est pas grand-chose, on est encore proche des plus bas. Donc nous sommes encore dans des situations, et on va en revenir tout à l'heure, assez favorables aux emprunteurs. Donc la stratégie dont vous avez parlé il y a 3 mois est toujours valable. C'est la même chose en Europe d'ailleurs, encore plus vrai probablement parce que on est encore pas loin du plus bas sur la yield qui était peut-être de 2,7 ou 8% par an. Donc dans une configuration comme celle-ci, dans laquelle on amorce une normalisation de la politique monétaire, mais on est encore loin, on va dire, d'une normalisation dans les conditions de crédit, nous avions fait un choix, il y a plusieurs trimestres déjà, de revenir sur les shorts, d'abord par des indices ou des paniers diversifiés, puis plus tard, lorsqu'on aura une véritable normalisation sur les conditions de crédit, également de façon concentrée. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et donc nous déployons en ce moment dans les portefeuilles un panier qui est construit de façon assez semblable aux indices que vous avez connus par le passé, que ce soit les indices sur les biotech ou les indices sur sociétés surendettées. L'équipe a travaillé pendant ces derniers 18 mois à améliorer notre capacité de construction et de gestion de ces indices et de ces paniers. Donc on l'a industrialisé. Nous avons mené un travail d'investissement très important sur l'informatique, sur les systèmes d'information au sens large, sur l'interfacement avec nos contreparties et également, je dirais, sur tout ce qui est middle office pour pouvoir gérer tout ça. Donc aujourd'hui, ce que vous trouverez à partir littéralement de cette semaine dans les portefeuilles, c'est un nouveau panier composé de 36 entreprises ou on va dire sociétés qui a des caractéristiques assez intéressantes parce qu'on parle d'entreprises qui ont en moyenne une consommation de trésorerie très problématique. Et si on regarde les autres caractéristiques financières moyennes, vous vous rendez compte que ce sont des entreprises qui ont en moyenne plus de 100% de dettes sur capitaux propres, une rentabilité moyenne des capitaux propres négative,
Si on regarde au niveau opérationnel, au niveau des rentabilités sur actifs ou sur capitaux investis, en moyenne, nous sommes à 6,6 et moins 6,6 et moins 7,4. Et pourtant, ce sont des entreprises qui jouissent d'une valorisation très riche parce que, vous voyez, la valeur d'entreprise sur l'EBITDA est supérieure à 9 fois. Donc, ceci nous intéresse beaucoup. Donc, notre équipe short a travailler pour créer cet indice qui suivra une rebalancing mensuelle. Dans tous les mois, il est enrichi de nouveaux composants. Et ceci a une caractéristique spécifique. Pour chacun de ces composants, on cherche également, et c'est la première fois qu'on lie notre expertise comportementale à l'expertise fondamentale, on cherche également des entreprises pour lesquelles des signaux comportementaux sont problématiques, négatifs et problématiques. Donc chacune des entreprises a cette double caractéristique des économistes dégradés d'un côté, des fondamentaux dégradés, et des caractéristiques problématiques du point de vue comportemental. Alors pourquoi on peut faire ça aujourd'hui? Parce que nous avons derrière nous 15 ans d'investissement dans ces domaines, donc les comportementales et les fondamentales, parce qu'aujourd'hui nous avons les big data qui nous favorisent, donc nous avons une capacité à traiter à traiter des données avec des systèmes d'information qu'on n'avait pas tout simplement il y a encore 3 ou 4 ans. Et en même temps, on a aussi des données qui sont beaucoup plus perfectionnées par rapport à celles qu'on avait encore il y a 5 ou 6 ans. Donc, si je reviens juste sur les paniers, et on pourra évidemment discuter plus en détail, vous voyez, au niveau de la rentabilité, on a dû couper ici, mais il y en a certaines qui sont effectivement plutôt en dehors de l'écran. Ce qui est intéressant, c'est la caractéristique essentielle de ces entreprises, c'est que, comme je disais, elles brûlent du cash de façon problématique par rapport à leur capitalisation. Donc, si on regarde un rendement, en fait, un critère de rendement, un yield, vous voyez ici, on a les 36 composants, il y en a juste 4 qui affichent une génération, un rendement, on va dire, en termes des cash flow libres, positif. Les autres 32 sont toutes dans une situation de génération des cash flow libres négatives. Les 4 qui sont positives, en fait, elles ont une autre caractéristique et elles sont extrêmement mal positionnées dans la génération des cash flows opérationnels. Donc, ces entreprises, juste pour vous donner une idée, sur ces 36 composants, il y en a 19 qui ne peuvent pas payer des dividendes, par exemple. Si on regarde la répartition sectorielle, donc on voit qu'on n'a pas un a priori quant à ces entreprises, on cherche des cas spécifiques, comme toujours dans notre approche short, et donc on cherche des situations qui peuvent en fait se présenter sur des secteurs très différents et sur des géographies très différentes. Donc on couvre 68 pays, évidemment avec une répartition et un poids de l'Amérique du Nord assez important dans ces genres de stratégies diversifiées. Ce qui était déjà le cas évidemment pour les autres indices qu'on avait construits. Donc aujourd'hui, dans les fonds comme Varenne Valeur, vous avez environ 8% d'allocation sur les paniers short qu'on appelle VQL. Voilà, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc encore, comme je le disais, on attendra une normalisation des conditions de crédit qui est loin d'être réalisée, on en parlera tout à l'heure, pour revenir progressivement également sur des shorts concentrés. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc pour les trimestres à venir, déjà pour les prochains trimestres, je pense pouvoir dire avec beaucoup de confiance qu'on restera sur cette stratégie. C'est un retour, c'est progressif, ça se fera dans les temps et on sera en place si et quand la situation devait se détériorer. Si on continue maintenant sur les situations spéciales, je laisse la parole à Bertrand pour nous parler de cette stratégie de fusion-acquisition. Merci. Merci Giuseppe, bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va faire le point sur les situations spéciales, sur l'environnement et les perspectives de la stratégie.
Avant, je vais faire un bref rappel de ce que c'est et de comment on les utilise dans nos fonds. Les opérations de situation spéciale sont des opérations d'arbitrage, de fusion-acquisition, d'opérations sur titre ou de restructuration du capital. Nous ne travaillons que sur des opérations annoncées et amicales. Pas d'hostile chez Varenne, pas de pré-merger, c'est plus risqué. Nous travaillons sur un univers sécurisé et uniquement dans la zone géographique des marchés développés. À l'instar des autres stratégies, elles bénéficient d'un framework propre, c'est-à-dire une méthodologie rigoureuse, des processus structurés, une équipe composée de 2 analystes gérants dédiés, composée de Mickaël, que vous avez vu sur Essilor, et de moi-même, et d'outils propriétaires, de systèmes d'information propriétaires. Alors, l'apport de la stratégie dans nos fonds, il est triple. Premièrement, nous ajoutons du rendement au fonds. Deuxièmement, nous le décorrélons des marchés et nous réduisons la volatilité via cette stratégie. Pour comprendre comment fonctionne l'arbitrage de fusion-acquisition, 3 facteurs clés. Premièrement, les niveaux des taux d'intérêt. Ils sont historiquement bas, toujours. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, l'espérance de gain sur la stratégie reste faible. Aujourd'hui, en Europe, on a des niveaux historiquement bas. Aux États-Unis, ça se normalise, mais ça reste quand même très bas. Donc, les taux d'intérêt influent négativement sur l'espérance de gain de la stratégie actuellement. Deuxième élément pour comprendre comment ça fonctionne, la volatilité. Lorsqu'il y a de la volatilité sur les marchés, le rendement des opérations augmente. Les spreads s'écartent, pour parler plus techniquement. Ici, on a le graphique de la volatilité réalisée 3 mois sur le SPI 500. On voit que la dernière grosse phase de volatilité était ici, en 2015, en août, lorsqu'il y avait des craintes sur la croissance chinoise. La volatilité avait renoué avec les 20 points. Et au premier trimestre 2018, on a retrouvé ce contexte avec une volatilité qui a beaucoup augmenté, notamment début février. Et ça a eu l'impact espéré sur les niveaux de spread. Derrière moi, vous voyez en vert le spread sur une opération, Orbital ATK, qui est une opération américaine. En orange sur Bioverativ, qui était une acquisition transfrontalière, donc effectuée par Sanofi. Et en rouge, l'opération sur Yuxnet Apporté, qui est une opération européenne rachetée par la compagnie financière Richemont. Lors de la première semaine de février, la rentabilité de ces 3 opérations a augmenté du fait de la volatilité, du choc baissier sur les marchés. Par exemple, si on prend la ligne verte, elle est montée d'1,9% à 3,1% sur Orbital ATK. C'est ces fenêtres de tir que nous cherchons à saisir chez Varenne pour déployer du capital sur des opérations présentant un rendement qui nous satisfait. Ça nous permet également de décorréler les fonds et d'en réduire la volatilité. Donc on a parlé des taux d'intérêt qui sont bas, ce qui est négatif, une volatilité qui revient, ce qui est positif. Le dernier élément à prendre en compte, c'est la capacité sur la stratégie. Ceci, c'est les actifs sous gestion des fonds qui font cette stratégie, donc des fonds d'arbitrage de fusion-acquisition. Et on voit qu'en 2017, il est proche des 80 milliards de dollars, ce qui est plus de 3 fois plus que ce qu'il y avait en 2012. En 2015, lorsqu'il y a eu la phase de volatilité sur les craintes de croissance chinoise, il n'y avait que 34 milliards de dollars d'actifs sur la stratégie. Aujourd'hui, donc, lorsqu'il y a de la volatilité, l'écart de spread est rapidement épongé par cette capacité importante sur la stratégie, ce qui limite également notre capacité à en dégager du rendement. Compte tenu de ces 3 facteurs et donc dans cet environnement, nous avons quand même pu augmenter notre exposition à la stratégie au cours du premier trimestre 2018. Nous sommes environ à 20% d'exposition, ici c'est Varenne Global, mais c'est le cas sur tous nos fonds. On peut voir qu'auparavant, donc en 2015, lorsqu'il y avait les craintes sur la croissance chinoise avec une capacité moindre, on était capable d'aller plus haut. Aujourd'hui, on est arrivé à saisir, dans des bonnes conditions de rendement, à augmenter notre exposition. Et on espère que si ce contexte de volatilité continue dans le courant de l'année, on pourra s'exposer plus à la stratégie. Pour s'exposer, on a déployé notre capital sur une douzaine d'opérations au cours du premier trimestre qui affichent une durée moyenne de 108 jours pour une rentabilité moyenne nette annualisée de 5,36%. Dans ces opérations, certaines sont toujours en cours, ne sont pas achevées. Dans ce qui s'est terminé ce trimestre, on peut notamment mentionner Zodiac qui a été racheté par Safran, c'est terminé, Bioverativ par Sanofi. Dans ce qui est toujours en cours, on a les opérations Orbital et Yux qu'on a vu avant dans les écartements de spread, ou encore Refresco, Calidus, Fogo de Chao ou Gemalto. Ces opérations qui ne sont pas achevées vont continuer de contribuer activement à nos fonds pour les mois à venir. Comme Giuseppe l'a mentionné au début de la conférence, la contribution est d'environ 18 à 20 points de base sur l'ensemble de nos fonds et on espère évidemment qu'en augmentant l'exposition et en bénéficiant de la volatilité, on soit capable de contribuer encore plus à la performance de nos fonds sur la suite de l'année. Passons maintenant à l'environnement M&A
Alors, on parlait de frémissement tout à l'heure sur nos sociétés parce que le marché M&A est très actif. Et ben, on a eu un premier trimestre historique avec 1100 milliards de dollars de transactions M&A, une augmentation de l'activité de 50% en Europe, de 67% aux États-Unis, avec plus d'une vingtaine de méga-deals, c'est-à-dire des opérations de plus de 10 milliards de dollars. On en avait parlé en janvier, il y a des facteurs qui font que le cycle M&A est au plus haut. La croissance mondiale qui reste soutenue et bien orientée. On a une facilité toujours à lever du financement, qu'on fasse des achats avec en OPE en échange d'actions en profitant de sa valorisation élevée ou en numéraire avec de la dette qui est pas chère, on peut facilement se financer. On a également des tendances de fonds, donc des secteurs surtout qui se consolident ou qui s'intègrent verticalement pour résister à de la disruption. Donc c'est un peu l'Amazon effect. Par exemple, on a aux États-Unis le rachat de chaînes de pharmacie par des groupes d'assurance. Donc c'est quand même une grosse intégration verticale. Et on peut aussi citer d'autres phénomènes comme l'impact de la réforme fiscale mise en place par Donald Trump en fin d'année dernière. Donc, première chose, les perspectives M&A sont bonnes. Deuxième phénomène qu'on a observé au premier trimestre, c'est la reprise des transactions de private equity, une augmentation de 30% de leur activité, environ 80 milliards de transactions LBO au premier trimestre. Un bref rappel sur les private equity par rapport à une entreprise. Lorsqu'on est un private equity, qu'on veut racheter une société, on doit se financer. Généralement, on se finance plus cher qu'une société parce qu'on met plus de dettes dans le montage. Premier point. Deuxième point, on ne bénéficie pas de synergie lorsqu'on rachète une société, vu qu'on n'intègre pas le back-office, un certain nombre de choses, la supply chain, synergie de chiffre d'affaires. De fait, il est très difficile pour un private equity de surenchérir sur une entreprise industrielle qui a envie d'acheter une autre. Il y a une petite évolution de ce cadre au premier trimestre, notamment au niveau de la disponibilité et de leur coût de financement. On voit qu'il y a un appétit de plus en plus fort des investisseurs institutionnels pour ce qu'on appelle les leverage loans, donc les prêts à effet de levier et ce qu'est le high yield. On peut notamment citer le rachat par Blackstone de la division Financial and Risk de Thomson Reuters pour 19 milliards de dollars financés à 82% en dette. 19 milliards financés à 82% en dette. Et récemment aussi, ce qu'on a eu, c'est le retour de la volatilité. Lorsqu'il y a de la volatilité, les acheteurs corporate parfois se mettent un peu sur le côté, attendent de voir comment ça va évoluer, ce qui peut laisser une fenêtre de tir au private equity pour déployer du capital sur des valorisations plus attractives. Dernier point à noter pour le private equity, c'est ce qu'on appelle la dry powder. La dry powder, c'est leur capacité de feu potentielle, c'est-à-dire que c'est des capitaux qui sont engagés dans ces fonds, prêts à être déployés sur des investissements. On est au plus haut depuis 2003, avec 1700 milliards de dollars prêts à être engagés sur des investissements de la part de ces fonds de private equity. Et en termes de collecte, on s'aperçoit que depuis 10 ans, ça ne faiblit pas, quelle que soit la zone géographique. Donc, des perspectives M&A bonnes, une reprise du private equity qui servira de second souffle également, si jamais la volatilité s'installe et que certains acheteurs industriels s'évanouissent. On a une deuxième ligne qui est très solide et qui maintiendra ce cycle de M&A très dynamique. Avoir le cycle M&A dynamique, c'est bon pour la stratégie de situation spéciale, c'est bon pour nos fonds, puisque ça crée des opportunités d'investissement et ça vient éponger aussi cette surcapacité qu'on a actuellement sur la stratégie. Dernier point sur les perspectives, on note une hausse du risque réglementaire. On en avait déjà signalé au mois de janvier. Celui-ci, on peut le voir de deux façons. D'un côté, le risque antitrust, donc l'analyse de la concurrence lorsqu'il y a une concentration qui n'est pas de monopole. Il y a les antitrusts chinois et brésiliens qui ont été renforcés fortement en début d'année et l'année dernière. Ils ont fait énormément de recrutement, donc c'est des analystes qui vont demander plus de travail qu'auparavant et on sera très attentif à ce qu'ils vont faire. Le deuxième point réglementaire, c'est le renforcement du rôle des agences de contrôle des investissements étrangers. C'est des agences qui sont là pour contrôler lorsqu'une société étrangère veut racheter un actif dans un pays, qui peuvent émettre un avis pour bloquer l'opération si celle-ci menace un secteur stratégique du pays. Évidemment, dans un contexte de guerre commerciale qui est en train de s'installer pour l'instant entre la Chine et les États-Unis, ces agences-là vont faire peser de plus en plus de risques aux transactions de M&A et on va être très attentif au développement de ces agences s'il y en a une qui apparaît en Europe et si elle continue à être renforcée aux États-Unis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, donc, merci Bertrand. On va revenir donc sur les risques, les macro-hedges. Juste avant peut-être de parler des macro-hedges, je pense que
il y a un leitmotiv en fait sur les trois stratégies qui sont les longues actions, les shorts et les situations spéciales. Vous avez compris, on a une configuration qui est plus favorable, paradoxalement plus favorable par rapport à celle qu'on a eue dans les derniers 18 mois. Et aujourd'hui, comment on peut imaginer la suite, avant même de parler des risques, si la volatilité devait augmenter et les marchés en même temps devaient continuer à baisser, on assistera certainement à un écartement des spreads sur les situations spéciales, donc sur les fusions-acquisitions. L'arbitrage des fusions-acquisitions pourra déployer plus de capitaux. En même temps, on aura plus d'opportunités sur l'enterprise speaking et sur les fonds UCITS notamment. On a plein, nous aussi, on a du dry powder parce qu'on a on va dire entre 40 et 40, plus de 40% des capitaux à déployer. Sous les shorts, on arrive, grâce à la normalisation de la politique monétaire, à nous repositionner en cas, on va dire, des situations plus compliquées. Et si on devait connaître ceci, en même temps qu'on aura des opportunités sur les longs, on générera de la performance sur les shorts. C'est comme ça qu'on s'est positionné pour la suite. Et pour nous, vraiment, fin janvier, début février, ça a été ce qu'on attendait à un moment, une cassure, on va dire, des configurations des marchés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, mais on était prêt. Et c'est l'avantage d'avoir toutes ces stratégies à se mettre en place. Et de l'autre côté, la normalisation de la politique monétaire, imaginez juste, je verrai plus tard sur ça peut-être, voilà, juste où on pourra être rien qu'à 18 mois, hein, ici, sur l'effet de funds. Donc imaginez peut-être 5 hausses des taux encore à venir dans les 15 à 18 mois. Donc vous imaginez une configuration complètement différente. On est en train de nous mettre en place par rapport à cet environnement nouveau, différent, très différent par rapport à celui que nous avons vécu depuis la crise. Donc c'est pour ça que nous sommes très confiants, très sereins quant à cette nouvelle donne, entre guillemets, économique et surtout financière que nous vivons. Voilà pour, je dirais, terminer sur les trois stratégies essentielles qu'on a évoquées. Si maintenant on vient au risque, alors je rappelle juste à quoi servent les macro-hedges chez nous. Donc les macro-hedges, c'est une façon de protéger, d'essayer de protéger des capitaux en cas de crise majeure. Donc on n'essaye pas de couvrir les portefeuilles par rapport à une baisse de 3, 4, 5%, même 10%, même 15%. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est de les protéger de façon systématique et significative en cas des crises plus importantes avec des marchés qui baisseraient proches des 20% ou plus. Donc ceci, on les réalise grâce à la convexité des instruments dans les portefeuilles et j'en parlais tout à l'heure. Si nous ne sommes pas là, évidemment, c'est aux trois autres stratégies, comme je disais, notamment aux deux stratégies complémentaires qui sont les shorts et les situations spéciales, de générer de la performance. Donc on a une espèce d'ordre de priorité. Donc quand tout va bien, c'est les longs. Quand on commence à voir quelque chose d'un petit peu plus compliqué, ce sera aux situations spéciales et aux shorts de générer de la performance. Puis, si la situation devient très très grave, à ce moment-là, on a notre parachute en quelque sorte sur les macro-hedges. Donc, si je reviens sur les macro-hedges, et juste vous connaissez notre principe, on consacre entre 0 et 1,5% par an aux protections macroéconomiques. Donc, dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, nous avions fait les choix, comme vous le savez, en 2017, de monter progressivement nos couvertures dans une situation de calme quasi absolu. Et ceci nous laisse, et on le verra dans une minute, plutôt confiants quant à notre capacité d'amortir des baisses très importantes je dirais, dans les prochains, on va dire, 18 à 24 mois. Donc, si on revient maintenant à la situation macroéconomique,
je pense que le message essentiel, il est résumé sur cette diapositive. Donc, nous avons eu une dizaine d'années dans lesquelles la posture des banques centrales n'avait pas changé. On commence à voir un premier changement aux États-Unis sur les politiques monétaires conventionnelles, qui sont celles que vous, en gros les taux, sont celles que vous voyez ici sur cette diapositive. On commence également sous les non conventionnels avec les débouclages de l'assouplissement quantitatif américain. On n'y est pas encore en Europe. Donc c'est qu'un début. Et donc les risques pour nous, comme je le disais encore il y a 3 mois, c'est toujours les mêmes. C'est l'effet d'avoir un temps de retard par rapport à la réalité économique. Alors si nous avons un temps de retard, les risques est de devoir réagir trop vite par la suite et donc de créer une situation de surchauffe de l'économie qui est, pour certains observateurs, ce qui est en train de se produire notamment aux États-Unis, et devoir régler ceci par une augmentation des taux, ou plus généralement par des politiques monétaires beaucoup plus restrictives par la suite. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, nous avons en deuxième partie du cycle, si je ne veux pas dire en fin de cycle, une politique fiscale américaine qui est probablement en décalage par rapport à la situation économique qui vit ces pays. Donc les premiers risques sont là, mais le deuxième est, à notre avis, plus concret et probablement plus important, c'est l'effet d'avoir, pendant une dizaine d'années, forcé la main des agents économiques et les avoir obligés, en quelque sorte, à chercher du risque pour trouver de la rentabilité. Donc, vous savez, lorsque les taux étaient à 0, lorsque les taux sans risque n'existent quasiment plus, on a poussé les agents économiques à chercher de la rentabilité là où elles pouvaient, et donc dans des actifs ou dans des classes d'actifs de plus en plus risqués, que ce soit au niveau corporate, au niveau high yield, sous les émergents, et ainsi de suite, jusqu'aux actions. Donc, ceci a eu un impact, tout simplement parce que les autorités cherchaient les effets des richesses. Il reste à voir si la normalisation des politiques monétaires n'aura pas un impact dans le sens inverse. Donc ces risques-là, nous les concevons en termes de déséquilibre en quelque sorte. Donc on ne va pas dire qu'il va y avoir une crise, mais les risques sont là et c'est pour cela que nous mettons en place les couvertures macroéconomiques. Ce que je vous propose de faire, peut-être vu que la présentation était assez riche, de ne pas rentrer dans les détails de chacune des slides que vous avez dans votre document et qui, en gros, donnent tous les mêmes messages. Ça va mieux partout, mais les déséquilibres montent et peut-être aller directement au portefeuille, comme ça on pourra tenir les temps. Donc je vous propose d'avancer juste après à page 78, je noterai juste l'augmentation progressive des salaires américains, donc ce que je disais tout à l'heure, les risques aux États-Unis d'une éventuelle surchauffe. Une surchauffe qui, avec les plans, à la fois les déductions fiscales des messieurs Trump et les changements du taux normatif pour les entreprises américaines de 36% à 21%, les plans de relance prévus pour cette année, l'année qui suit aux États-Unis pourraient devenir véritablement problématiques. Donc je vais laisser tout ça à votre appréciation et nous allons aller directement au portefeuille. Donc je vous propose d'aller à la page... Voilà, la page 109, peut-être on va partir de là. Donc, on parle des déséquilibres, et les déséquilibres se concrétisent essentiellement par un excès de dette dans le système, c'est ce qu'on a toujours dit. La dette était probablement déjà insoutenable avant la crise financière. Tout ça parce que, tout simplement, après Bretton Woods, en 1971, la dette mondiale a cru de façon beaucoup plus importante et plus rapide que la croissance du PIB. Et ceci, on le voit bien au moment de la crise, a généré une vraie discontinuité qui a été en quelque sorte réglée par les autorités, encore une fois par la même recette, c'est-à-dire de la dette additionnelle. Donc aujourd'hui, il y a évidemment des écoles, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, ceux qui disent qu'il y a un gros problème. Nous sommes probablement entre les deux en disant qu'il y a un déséquilibre. Un déséquilibre, on le sait, il est là, il y a un risque, on le traite par déjà notre construction et les différentes stratégies, puis les risques. Où est le déséquilibre? On les voit dans cette diapositive que je vous présente régulièrement, que j'aime beaucoup, parce que
au moment où on a en jaune plus de 50% de tous les émetteurs qui ont une notation spéculative, on a les niveaux de défaut en bleu et sur l'échelle de gauche au plus bas. Pourquoi ceci? Tout simplement, avant de rentrer sur ça, tout simplement parce que la solvabilité à court terme de ces entreprises est influencée par la disponibilité des capitaux. Donc, lorsque vous êtes une entreprise virtuellement en faillite, mais vous pouvez vous refinancer sans aucun problème, vous n'avez aucun problème, évidemment, à repayer capital et intérêt. Mais ce n'est pas parce que vos fondamentaux se sont améliorés, c'est tout simplement par la disponibilité même des capitaux. Donc, cette illusion des solvabilités améliorées, qui est une réalité, mais uniquement à court terme, produit des effets potentiellement pernicieux dans l'allocation des capitaux. Et donc, on a les risques du systémique, qui est celui d'une allocation potentiellement irrationnelle des capitaux avec un mauvais pricing à la clé. Donc, ceci produit la déconnexion des prix des fondamentaux, qui est évidemment la base de tout risque de bulle. Donc, si on regarde juste quelques points, et je me raccroche un peu à la présentation de Bertrand et de Michael, vous voyez les leverage loans, on en a parlé, en pleine explosion. En 2017, on a atteint ce niveau record de 1,4 trilliard, 1400 milliards de leverage loans, des prêts à effet levier consentis aux États-Unis, avec notamment un niveau des CLO, des titrisations, qui est au plus haut depuis toujours, qui a dépassé de façon très importante les excès déjà, les niveaux de 2006-2007, qui est presque les doubles de ce qu'on avait connu en 2006-2007. Je pense que ça dit beaucoup de la situation que nous vivons actuellement et évidemment ça alimente les fusions et les acquisitions et ça influence les prix. D'autant plus que la sécurité associée à ces prêts à effet de levier ne cesse de baisser. Si en 2006, on avait moins de 10% en général et presque rien en Europe, presque aucun prêt en Europe qui était consenti avec des conditions, des covenants, donc vous savez, les conditions qui sont assorties, des sécurités assorties au prêt, qui étaient considérées comme light. Aujourd'hui, on va dire plus de 70% des prêts à effet de levier sont construits sur la base des covenant light, c'est-à-dire avec des protections très limitées pour l'investisseur. Donc, si on regarde, si on veut les voir différemment, ici nous avons juste repris la mesure des protections des investisseurs qui est utilisée par Moody's. Alors, l'échelle va, je crois, de 3 à 5. Donc, 5, c'est la plus mauvaise protection. Il y a 0 protection à 5. Donc, vous voyez, on a perdu sur 5 ans, probablement 2 points, on va dire ça comme ça, 1,5 point, et on s'approche des niveaux les plus bas historiquement recensés sur la qualité de la protection de l'investisseur. Donc ceci pour nous un signal assez important de la mauvaise qualité économique et du risque d'instabilité du système financier. Alors, il y en a qui peuvent nous dire que ce n'est pas un problème. Maintenant, moi j'ai regardé les faits et quand je vous montre une diapositive comme celle-ci, je défie quiconque à venir nous dire que ce n'est pas un problème, puisque nous sommes à des niveaux des multiples, aussi en 2017, qui ont atteint les 11 fois l'EBITDA, donc des niveaux qui sont plus élevés du pic très problématique de 2007, avec probablement des niveaux des marges de ces entreprises qui sont au plus haut. Donc vous avez un peu un effet de multiplication des pics margins ou des pics des marges et des pics des multiples. En cas s'il y a un pépin, si on va dire ça comme ça, dans l'économie, tout ça va faire très très mal. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il n'y a pas de risques ou qu'il n'y a pas de potentielle instabilité. Si on regarde derrière les pourcentages d'opérations qui se font à des niveaux supérieurs à 11 fois
les BDA, va regarder l'évolution entre 2007, qui était évidemment un moment d'extrême euphorie, et là on n'a pas 2017 encore, on n'a que 2016, mais on sait que 2017 a été plus mauvais, donc on est probablement à plus de 50% aujourd'hui d'opérations qui se font avec des niveaux de BDA supérieurs à 11 fois. Donc c'est pour nous véritablement un gage des mauvaises qualités ou des risques en tout cas pris sur ces opérations. Donc les risques, on peut les résumer par la formule de la réflexivité en empruntant évidemment un concept à Soros. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que la dette est disponible et les capitaux sont abondants, pas chers, que les prix des actifs montent, nous l'avons vu. Évidemment, ceci c'est ce que voulaient les banques centrales pour activer la crise économique, l'activité économique, mais si les circuits fonctionnent dans l'autre sens, il reste à voir l'impact qu'on pourrait malheureusement avoir sur les encours, sur les actifs, que ce soit les crédits ou les actions. Les crédits, évidemment, il est exposé en première ligne, mais les actions, comme on sait, sont intimement liées. Donc, dans ce cadre, alors je rappelle toujours, parce qu'on m'en parle, la fameuse capacité de prévision des analystes qui ne dépasse, des analystes des économistes qui ne dépassent pas les 6 mois, et ça, je laisse à votre lecture. Dans ce cadre, comment nous nous positionnons? Alors, toujours avec notre structure traditionnelle qui est de dire, s'il y a de la croissance à gauche, avec inflation ou pas, c'est les 3 stratégies traditionnelles qui vont devoir intervenir. Dès qu'on quitte un scénario comme la croissance, où, on va dire, imaginons la même construction avec les conditions de crédit, si on arrive dans une situation de détérioration significative, importante des conditions de crédit, alors on pourrait avoir un impact important sur les prix actifs, et cet impact, on va l'amortir par les stratégies comme les situations spéciales, certes, par les shorts, mais probablement ça ne suffira pas. Et c'est là où on va avoir les risques en place. Donc, qu'avons-nous fait depuis qu'on s'est quitté il y a 3 mois? Alors, on s'était quitté dans cette salle et je vous avais dit, on arrivait à la fin de nos variable swaps. Donc, je rappelle, c'était quoi, le 19 janvier, je vous avais dit, il faudra décider ce qu'on en fait. Pour mémoire, on avait utilisé cet instrument pendant l'année 2017 pour gagner du temps et nous positionner sur des instruments de long terme qui sont les puts sur les marchés Eurostoxx et Nikkei, que nous avons progressivement monté jusqu'au notionnel que vous voyez aujourd'hui, et les CDS sur la dette financière subordonnée qui ont été montés jusqu'à 27,5% et 32,5% jusqu'en janvier. Donc, nous avons décidé de ne plus renouveler nos swaps, tout simplement parce que, comme vous vous souvenez certainement, nous sommes dans ces swaps acheteurs des volatilités réalisées et nous payons la volatilité implicite et nous recevons la volatilité réalisée. Or, si vous regardez ce qui s'est passé en fin janvier, la volatilité implicite a monté, donc les VIX notamment, tout le monde le sait. Par contre, la volatilité réalisée est là, montée beaucoup moins. Donc du coup, nous avons choisi de ne plus renouveler nos swaps. Si vous prenez un swap comme celui-ci, vous voyez qu'il y a des points morts, 21, 22 d'un côté et 7 de l'autre. Si vous regardez la volatilité réalisée à 3 mois, qui est un bon proxy de nos swaps qui étaient tous entre 3 et 4 mois, vous voyez que même si en fin janvier, vous avez eu un pic sur la volatilité implicite, donc prenons les VIX à court terme, la volatilité réalisée n'a pas dépassé les 18 fois à fin mars. Donc du coup, pour nous, il y avait un décalage entre les prix que nous allions payer et l'intérêt de les faire. Donc nous avons préféré basculer sur ce que nous avions progressivement mis en place, c'est-à-dire les puts et sur les marchés et les CDS. Avec les puts, nous avons un avantage. Nous avons une position longue volatilité, mais à très long terme et avec un ancrage au marché assez intéressant. Donc, juste pour ceux qui nous ont
poser quelques questions. Pourquoi pas les longs VIX sur la volatilité implicite aussi, en raison de ce qui s'est passé pendant les trimestres. Je rappelle juste que c'est une stratégie extrêmement coûteuse, qui a un carrying cost, un coût de portage qui est virtuellement impossible à supporter. Donc si vous arrivez à rentrer dans les jours avant la crise, vous avez la possibilité de gagner de l'argent pour l'investisseur. Autrement, vous êtes en constante perte accélérée sur vos positions. Alors, pour avoir quelque chose d'assez cohérent, imaginez des courbes qui se suivent, qui ont la même forme, et vous devez constamment remettre main au portefeuille pour pouvoir générer une protection. Ceci, évidemment, c'est quelque chose de totalement non économique. Donc, si on revient à ce que nous avons aujourd'hui à la portefeuille, je vous ai dit, on a profité de la calmie de l'année dernière pour monter notre position sur les credit default swaps, sur la dette financière subordonnée. C'est pour nous une position extrêmement intéressante parce qu'il y a un décalage entre la perception du risque du marché des instruments financiers subordonnés et la sensibilité de ces instruments en cas de crise économique. Donc, vous regardez assez facilement ici, vous pouvez voir sur l'écran l'évolution du spread générique, c'est-à-dire la mesure plus évidente du CDS sur dette financière subordonnée européenne. Vous voyez qu'encore en fin 2016, on était à environ entre 2,2 et 2,4% par an des primes qu'il fallait débourser pour se protéger contre les défauts potentiels des instruments subordonnés, des dettes des institutions financières européennes. Après, tout au long de l'année, on a assisté à une baisse rapide de la perception du risque de ces instruments, aussi parce que tout simplement, on cherche du rendement, on est en 2017, les investisseurs cherchent du rendement, les banquiers le savent, ils vont proposer à leurs clients d'acheter, de se mettre en face, en fait, en quelque sorte, de l'autre côté, de vendre de la protection, si vous voulez, que nous achetons de l'autre côté, pour, en quelque sorte, gagner les quelques points de base par an qui, en quelque sorte, leur fait oublier les risques associés à ces genres de trades. Donc, de notre côté, ce que nous avons fait, nous avons profité alors de cette accalmie. Alors, je vous rappelle juste de quoi exactement on parle. On parle d'une protection contre les défauts d'une couche de dette qui est la plus junior, en fait, qui vient et absorbe les pertes des entreprises financières juste après l'equity. Donc, c'est pour nous un instrument de protection particulièrement puissant. Et comme je le disais, nous avons profité de cette baisse pour nous positionner d'abord à 5 ans, sous la série S26. Donc, nous avons acheté tout au long de l'été la série 26, puis nous avons quitté la 26 et nous sommes positionnés sur la 27 qui venait d'être créée en mars 2017. Alors, comme vous le savez certainement, tous les 6 mois, il y a une nouvelle série qui s'essuie. Donc, avec ces genres d'instruments, nous avons pu monter à 27,5% des notionnels par rapport aux fonds UCITS et 32,5% des notionnels sur les fonds non-UCITS. Quel est le coût pour nous? Pardon, avant d'aller plus loin, quel est le coût pour nous? Le coût est assez simple parce qu'ici, regardez, on est à moins de 1% par an. Donc, moins de 1% par an, c'est ce que nous payons sur ces instruments pour nous protéger contre les défauts et évidemment, éventuellement, gagner un mark-to-market en cas d'accélération de la volatilité sur les marchés. 32%, 1%, vous voyez bien notre budget annuel, 0,32% par an sur ces instruments. Donc, c'est un point très très intéressant. Nous avons continué à acheter jusqu'à, littéralement, je crois, le 23 janvier. Donc, nous avons évidemment arrêté par la suite, puisque le marché a commencé, évidemment, à ré-rater, à repricer, si vous voulez, les instruments concessis. Donc, pour le moment, on laisse faire, on est absent. On a travaillé, je dirais, pendant une bonne année à les mettre en place. On a une position qui nous satisfait entièrement.
L'autre position dont je voulais vous parler, c'est les puts sur les marchés Eurostoxx et Nikkei. Là aussi, progressivement, nous avons augmenté ces positions jusqu'à arriver. Pour le coup, il y a une vraie différence entre les fonds non-UCITS, puisque nous sommes à 24,3% sur les non-UCITS et à 11% sur les UCITS en raison de leur exposition. Ici, la thèse est très simple. Donc, on a des marchés qui sont très corrélés en cas de crise économique, mais qui sont peu corrélés dans des temps normaux. 2017 est un temps très calme, pendant lequel finalement nous avons pu profiter de cette inefficience en demandant à nos contreparties des cotations sur des options put à 3 ans. Donc là, on part de mars 2020, donc on a encore 2 ans devant nous. Des protections qui nous ont été cotées à 7,50 individuellement, 6,60 pour les Nikkei, et après en combinaison sur les meilleurs des deux à environ 4%, donc avec une décote très importante, ce qui a permis de construire une position assez significative. Et les dernières que nous avons achetées encore il y a quelques mois, on a payé environ 2,3 ou 4%. Donc, nous sommes un strike qui reste encore proche du strike initial, parce que les marchés, évidemment, ont un peu baissé. Donc, très à l'aise, très confiant, et nous avons encore 2 ans devant nous. Et en termes notionnels, notamment sur les non-UCITS, nous avons pu monter tout ça en janvier, quand les marchés étaient évidemment très, très calmes. Sur les yens, nous avons évidemment encore les positions en place qui sont liées tout d'abord à la put sur les Nikkei, et plus loin, en cas de crise supplémentaire, mais ça, vous le savez, c'est quelque chose d'un peu plus long terme, puisque nous sommes en mai 2023. Quelle est la thèse? Elle est très simple. Si on a une crise sur les marchés occidentaux et sur la Chine, on pourrait avoir une véritable crise au Japon et les yens pourraient en faire les frais. Donc c'est pour ça qu'on a un décalage entre les trades sur les puts on best qui sont 21 et qui sont en mars 21 et la couverture sur les yens qui va jusqu'à mai 23. Donc pour résumer, c'est ici ce que vous avez aujourd'hui dans les portefeuilles. Les fonds UCITS, Varenne Global, Varenne Valeur. À droite, les non-UCITS, donc Varenne Global Sélection et Varenne Sélection. Nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons aujourd'hui. Nous activons les shorts également, c'est les moments de les faire. On les fait, je pense, on les fera progressivement et on suivra l'évolution des conditions monétaires et des crédits. Les situations spéciales sont en place et sur les equity, nous avons plein de cash, tout simplement, à déployer si les bonnes opportunités se présentent. Oui, sur Gévaudan que vous avez présenté tout à l'heure, vu la qualité de l'entreprise, qu'est-ce qui explique la faiblesse du retour sur capitaux propres affiché là, dans le slide? C'est quasiment à 0. C'est très particulier parce qu'en fait, c'est une entreprise qui a réalisé pas mal d'acquisitions. Je pense que c'est effectivement lié à ces acquisitions. Je ne sais pas si Marco ou Claire, vous avez une réponse plus spécifique par rapport à ça ou... Non. Bon, pour nous, il y a vraiment... alors, je n'ai pas honnêtement les éléments en tête sur Givaudan en particulier, mais je pense que c'est lié essentiellement au goodwill d'acquisition. Donc, mais je vais vous répondre, on va vous répondre par écrit, comme ça sera plus précis. C'est des dépréciations comptables suite à des acquisitions? Je pense. Donc c'est facial pour moi, mais on va vous répondre, si vous nous donnez votre carte, on va vous répondre de façon plus précise là-dessus. Sur les dollars. Les dollars, évidemment, l'évolution du dollar pénalise un peu les entreprises européennes, ça c'est une certitude. On n'a jamais cru à la parité quand tout le monde y croyait. Vous vous souvenez, tout le monde parlait de la parité euro-dollar. On a toujours refusé d'y croire parce que tout simplement, il y a une demande naturelle pour les euros, pour payer, on va dire, les sports allemands essentiellement, pour faire simple. Donc, c'est quelque chose qui a un équilibre aujourd'hui entre les attentes du marché et la réalité économique. Bon, pour nous, elle pourrait rester assez in range, on dit dans les 1,20 à 1,25 en quelque sorte, mais nous n'avons pas une position particulière là-dessus. Je pense que ça dépendra beaucoup des évolutions économiques de part et d'autre. Il est possible, et c'est un peu les problèmes avec le dollar, que la Banque centrale
américaines doivent changer un tout petit peu de posture, s'ils accélèrent un tout petit peu la remontée des taux, on pourrait avoir un effet un petit peu inverse par rapport à celui qu'on a connu dans les derniers trimestres, et donc un dollar qui remonte. Si la situation mondiale reste plutôt ce qu'elle est aujourd'hui et que finalement les politiques monétaires ne vont pas vraiment jouer un rôle, on pourrait assister à une progressive augmentation de l'euro face au dollar, mais on n'imagine pas quelque chose de dramatiquement important comme ce qu'on a eu il y a, on va dire, 10-12 ans. Donc je pense que ce sera plutôt progressif, où on restera dans les ranges 1,20-1,25 qu'on connaît aujourd'hui. Bien, juste pour terminer, vous trouverez donc sur les chaises en fait notre lettre d'information annuelle, donc à l'intérieur de laquelle vous retrouverez notamment un point macro détaillé qu'on vous a joint avec la présentation. Alors pour le buffet, il y a juste un petit changement. En fait, ce n'est pas en face de cette salle, c'est juste derrière au restaurant. Donc je vous propose qu'on se retrouve et qu'on continue à discuter. Alors c'est à droite en sortant au bout du couloir. Voilà, merci à vous. Merci.